Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast, je sais pas trop encore. Bref, en tout cas, une vidéo longue sur laquelle on va parler de nutrition. Et aujourd'hui, je suis avec Vassil. Salut Vassil. Salut. Merci d'être présent dans mon canapé. Eh ben, c'est un grand Comment plaisir. tu te sens? C'est mon premier épisode dans ce canapé. Bah, il est super confortable. Donc aujourd'hui, on va parler de la nutrition. Vous allez voir. Vassil, moi j'aime beaucoup t'appeler, on en a parlé en off, le cerveau musclé de la nutrition. Ce qui va être cool, c'est que tu vas pouvoir expliquer, mais d'essayer de parler, mais d'avoir un peu d'arguments scientifiques quand même derrière certaines explications. On va parler perte de poids, où tu as fait une formation. On va parler aussi de pas mal de fausses croyances sur les inflammations, sur certains produits comme le lait, comme les œufs, etc. Et puis voilà. Comme d'hab, cette vidéo, vous pouvez la regarder évidemment en podcast. On ne va rien faire à part discuter. Peut-être qu'on se touchera un peu l'épaule à la fin de la vidéo, mais c'est pas plus que ça. Donc n'hésitez pas à écouter comme un podcast. Et si vous écoutez comme podcast, et ben faites autre chose à côté. On est parti. Let's go. Vassil, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, donc je m'appelle Vassilis Iliopoulos. J'ai terminé un cursus de nutrition evidence-based il y a, je dirais, presque 3 ans. Donc le cursus de nutrition anglais. Et je poursuis mon parcours ici en master de nutrition clinique à l'université d'Aberdeen. Je dirais que mon travail peut se résumer à de la vulgarisation scientifique. Ouais. Et mon objectif, c'est surtout de transmettre ce que suggèrent les preuves scientifiques de manière objective pour favoriser la prise de décision éclairée. C'est-à-dire que plutôt que de dire l'étude montre X, je vais montrer comment elle le montre, les limites, les points forts de l'étude, comment je parviens à cette conclusion, dans le but que la personne puisse prendre une décision de manière éclairée. Voilà. Et donc, mon travail aussi de vulgarisation se fait via les formations. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, la formation sur la perte de graisse rapide. J'ai écrit un livre sur les produits laitiers, donc le lait Anjou démon. Et voilà, je pense grosso modo c'est ça. Ok, très très cool. Et ça fait, donc tu es sur les réseaux sous Voilà, ton je fais nom. beaucoup de travail, Vassilis Iliopoulos sur les réseaux, je fais beaucoup de vulgarisation sur les réseaux, sur Instagram. Ça marche. Comment t'es arrivé toi sur les réseaux et à faire ça justement, à faire de la vulgaire scientifique Je dirais qu'à la base, donc comme on en discutait tout à l'heure, mon compte Instagram était quelque chose où je publiais plutôt mon actualité sportive, comme j'étais en boxe anglaise, comme je faisais des compétiteurs en boxe anglaise. Et puis petit à petit, quand j'ai été dans la nutrition, j'ai publié petit à petit comme ça sur la nutrition. Switcher progressivement. Et puis après, mon compte est devenu tout à fait pro en termes de nutrition, quoi. Ok. Et en nutrition, est-ce que tu as une spécialité? Tu vois, nous en kiné par exemple, tu peux dire spécialité d'une zone. Est-ce que toi, dans ton cas, c'est le cas aussi? Alors, je vais pas dire que je vais être spécialisé dans un domaine particulier, mais j'ai 2 gros domaines que j'apprécie particulièrement. C'est d'un côté plutôt l'aspect composition corporelle, donc perte de graisse, prise de muscle, tout cet aspect-là. Et de l'autre côté, plutôt prévention des maladies chroniques, et donc plutôt le côté études épidémiologiques, ce genre de choses. Donc c'est mes 2 gros aspects sans me limiter spécifiquement aux maladies cardiovasculaires. Donc voilà, j'aime bien tout ce qui est maladies chroniques, et j'aime bien aussi tout ce qui est le côté composition corporelle, perte de graisse. C'est bien, comme ça tu m'as construit les 2 chapitres de ce podcast. Voilà, on va comme ça avoir 2 grandes façons de construire un peu notre discussion aujourd'hui. Et donc si on parle de composition corporelle, globalement c'est la capacité, on va dire, de soit perdre du gras, soit prendre du muscle. Exactement. C'est les 2 grandes, même si tu as moi j'ai des patients qui des fois veulent prendre du poids. Les 2 grandes demandes en général, c'est plutôt maigrir ou devenir plus musclé. Voilà, exactement. Okay. Ouais. Ça, toi, tu prends des coachings, tu as des gens qui t'aident à faire ça ou pas trop? Alors, comme avant que je fasse plutôt le travail qui est orienté vers la formation et l'écriture de livres, je faisais du coaching one-to-one, du suivi one-to-one. Et j'ai encore quelques personnes que je suivais à l'époque, mais actuellement, je ne fais pas de pub et je ne prends pas de nouveaux suivis. Ça va peut-être changer par la suite et puis je vais reprendre quelques personnes. Vous aurez un code promo. Ok, ça me va très bien. Si on va partir sur le côté du coup perte de poids, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est le sujet qui intéresse tout le monde. Un peu c'est la rentrée. Ouais, mais on a fini le Summer Body, tu vois. On aurait dû se tourner cet épisode au mois de mai, juin, tu vois. Mais ouais, qui est un débat évidemment passionnant et où on entend un peu tout et son contraire aussi. Déjà, est-ce que la vision que j'ai, qui est peut-être trop ou simpliste ou erreur, de ce qui rentre et ce qui sort, c'est une bonne vision de comment gérer une perte de poids? C'est la finalité des choses.
donc ce qui rend donc les calories entrantes Oui. et ce qui sort les calories sortantes, donc ce qui Absolument. est dépensé. Donc c'est la balance énergétique. Mhm. Bien sûr, ça va déterminer si on prend ou on perd du poids. On peut parler de la masse grasse. Mhm. Mais tout ce qui va influencer ces deux composantes, il y a énormément de choses qui vont influencer ça. Ok. Donc, même si la finalité, c'est ça, dire à quelqu'un, mange moins et bouge plus, c'est pas forcément quelque chose qui va aider. Parce que sinon, ce serait vraiment facile. Ouais. Donc, c'est simple, mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer les apports énergétiques et les dépenses énergétiques. Mais ça reste vrai. Ça reste vrai. Ouais. Donc c'est comme si moi je disais à un patient qui a mal au genou, bah fais cicatriser ton tendon. Voilà, exactement. C'est vrai, mais globalement ça ne nous avance pas. Exactement. Et tu sais, le problème, c'est que on a tendance à, nous qui sommes plus du côté scientifique, on dit voilà, la balance énergétique reste fondamentale. Et il y a des personnes qui vont nous faire un homme de paille en disant oui, mais pourquoi dire à quelqu'un que manger plus et bouger moins alors que ça ne fonctionne pas? Non, on n'a pas dit que le conseil de manger plus et de bouger et de manger moins et bouger T'as plus. inversé, ouais. De manger moins et Ok, suivez avec Vasile, mangez plus, bougez moins, vous perdrez du poids. de manger moins et de bouger plus. Ça fonctionnait forcément. Ouais. Ça ne veut pas dire que dans la finalité, c'est à ça qu'il faut arriver. Et ça ne veut pas dire que c'est facile non plus. Et puis une fois de plus, manger moins ça dépend, et bouger plus ça dépend. Enfin, tu peux manger plus en quantité, mais manger moins en calories. On parle de calories là. Voilà, c'est ça, mais au final, Ouais. non mais parce que c'est ce que tu veux entendre. Hein. Ouais. Tu veux maigrir, bah bouge-toi plus. Tu veux maigrir, bah arrête de manger. Non, en fait, c'est plus complexe. Voilà. Ok, donc en fait, si on a deux grands éléments sur lesquels on va pouvoir influencer. Ouais. Si on rentre un peu dans les détails, par exemple, qu'est-ce que toi tu entends dans le côté de la balance qui est de la dépense énergétique? Alors, la dépense énergétique, la plus grande partie de notre dépense énergétique, c'est le taux métabolique de base. Ok. Donc, nous deux, on est en train de parler, même si on ne bougeait pas, on dépense de l'énergie. Donc, pour tous nos process de notre organisme. Est-ce qu'on peut dire, j'aime bien le formuler comme ça, mais peut-être que je dis une connerie, c'est globalement les calories que tu dépenses si tu passes ta journée allongée sans bouger. Exactement. C'est ça? Exactement. Ok. Donc, sans bouger, tu vas dépenser de l'énergie. Même si tu restes dans ton lit. Ok. Donc, c'est la plus grande partie. Et on peut prendre quelques éléments qui vont. Qu'est-ce qui font qu'on va dépenser cette calorie, ces calories Par exemple, si on prend parce qu'on parle toujours de la masse musculaire qui dépenserait beaucoup. Ouais. En vérité, la plus grosse composante de la dépense énergétique, du taux métabolique de base, c'est des trucs comme le cerveau, le foie, le cœur. Ça dépense énormément d'énergie en fait. Ok. Donc ça, c'est les quantités d'énergie qu'utilise notre corps juste pour tourner en mode automatique. Voilà. Pour digérer ce qu'il a à digérer. Exactement. En effet, on parle du sucre consommé par le cerveau, peut-être qui augmente un peu quand tu réfléchis plus, je sais pas. Voilà. Ok, ça marche. Ok. Exactement. Donc tout ça, ça va faire point numéro 1, ton métabolique de base. Okay. Donc ça va toujours dépendre en fonction de... Le pourcentage va dépendre en fonction de la quantité d'exercice que la personne fait. Mais en général, on peut dire que c'est 70%, 60%, je parle belge. Hein, on a oublié de préciser. 70% de la dépense. Voilà. Okay. Et là, tu as une part qui va dépendre de ma composition corporelle, j'imagine, et une part qui va... Est-ce que par exemple, quand tu es grand et quand tu es petit, tu dépenses autant, quand tu es musclé et quand tu es plus... Alors, la majorité est liée à la masse maigre. Donc, c'est environ, encore une fois, 70%. Donc, il y a des analyses, 70% liées à la masse maigre. On pourrait faire grimper ce pourcentage si on avait des analyses qui pouvaient dissocier la taille de tel organe, etc. Donc, on pourrait grimper dans le pourcentage. Pour être plus précis. Voilà. Et puis, évidemment, si tu as des personnes, comme tu voulais parler tout à l'heure des pathologies, la fonction thyroïdienne va aussi affecter ça, ce genre de choses. Comme Hashimoto, par exemple, des trucs comme ça. Voilà. Donc, l'hypothyroïdie, donc va aussi influencer sur ça. D'accord. Et est-ce que ça peut augmenter aussi ou c'est toujours ça réduit? Si tu as quelqu'un qui a une hyperthyroïdie, il va aussi avoir une augmentation du taux métabolique de base. D'accord. Ouais. Ok. Et une fois de plus, quelqu'un qui veut perdre du poids, est-ce qu'elle a un outil pour pouvoir augmenter son taux métabolique de base? Alors, on peut éventuellement prendre un petit peu de muscle. Le problème, c'est que les gens surestiment la quantité de calories qu'ils vont brûler en plus en augmentant leur masse musculaire. Parce qu'en vérité, quand on regarde les données scientifiques, c'est uniquement 13 calories par kilo. Donc imagine le cas extrême
où tu prends 10 kilos de muscle, Mhm. ça ne fait jamais que un demi-mars, 130 calories, tu vois. Sachant que 10 kilos de muscle, Ouais. c'est costaud. Voilà. Donc, à moins de devenir Ronnie Coleman, Ouais. ça va pas changer énormément. Donc, ton taux métabolique de base va être surtout lié à ta génétique parce que, évidemment, tu vas pas changer la taille de tes organes Mhm. et ta fonction thyroïdienne. Ok. Mais changer ton taux métabolique de base, T'as c'est pas assez beaucoup compliqué. d'actions. Il n'y a pas beaucoup d'actions. Ok. Et J'ai une mais question. Vas-y, excuse-moi. juste pour dire, quand on parle de prendre du muscle, par exemple, admettons, tu vas prendre 10 kilos de muscle, Ouais. ce qui va changer aussi, c'est que même si ton taux métabolique de base n'augmente pas énormément, Mhm. tu vas dépenser plus d'énergie quand tu te déplaces. Oui. Donc, à la fin de la journée, ça va faire une différence. D'accord, mais c'est pas le taux métabolique de base, ce sera un Un autre petit peu, mais pas énormément. D'accord. Et petite parenthèse, est-ce que par exemple les gens qui transpirent beaucoup dépensent plus de calories? Parce que ça c'est une fonction de ton corps qui j'imagine te demande un peu de calories quand même. Ouais. Est-ce que tu vois quelqu'un, moi je sais par exemple, j'ai l'impression d'avoir plutôt un bon taux métabolique de base, d'avoir quand même de consommer beaucoup de calories même quand je fais pas grand chose, mais et j'ai tout le temps chaud et je suis toujours en train de transpirer, etc. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que vraiment Écoute, je n'ai pas de données. Ouais, t'as le droit de botter ouais, en touche, une question de merde, hein, je le sais très Non, bien. je sais pas. Ok, ça marche. Ok. Taux métabolique de base, donc ça c'est ok. Donc ce qui consomme le plus d'énergie, mais sur lequel on a de calories, pardon, mais sur lequel on a peu d'action. Ouais. Et quels sont les autres éléments? Alors, on a la dépense énergétique qui est liée spontanée. Donc, par exemple, on va bouger, on va marcher, on va monter des escaliers. On va dépenser de l'énergie. Et puis, on a la dépense énergétique liée à l'exercice structuré. Donc, quand tu as fait ta séance de CrossFit ce matin, par exemple. D'accord. Et donc là, le premier, c'est ce qu'on appelle le NEAT. Ouais, c'est ça? Non-exercice, ouais. activity, thermogenesis. Exactement. Yes! T'as eu l'accent? Et deuxième, c'est le sport en lui-même. Voilà. Ok. Et ça, c'est deux éléments sur lesquels les gens peuvent quand même beaucoup plus avoir une action dans le cadre d'une perte de poids. Exactement. Et ça a un gros impact, ça? Ça peut avoir un impact énorme. Par exemple, il y a une étude qui est très connue, qui est l'étude de Levin, où ils ont fait une suralimentation. Ils ont donné 1000 calories aux personnes au-dessus de leur maintenance. Ok. Et certaines personnes, rien que via l'activité physique spontanée, brûlaient 800 calories en plus, donc ils gagnaient presque pas de poids à la fin des 8 semaines. Donc c'était une étude de 8 semaines. Et d'autres ont diminué leur rapport calorique spontané. Ok. Donc ont pris plus de poids. Ouais. Maintenant, il faut savoir que c'est spontané. Donc, on a donné 1000 calories en plus à ces personnes. Spontanément, ils ont bougé plus. Donc, il y a une part génétique qui va faire que certaines personnes vont avoir un NEAT plus important que d'autres. Et ça, tu mets dans le génétique? C'est certainement une part génétique, tu vois. Okay. Évidemment, tu peux l'influencer toi-même. Bien sûr. Tu peux mettre ton compteur de pas et te forcer et prendre l'habitude de le faire. Okay. Mais spontanément, certaines personnes vont même gigoter comme ça, et puis tu vois. C'est ça que t'appelles génétique, voilà. D'accord, ouais, les gens qui tiennent pas sur place. Voilà, exactement. Ok, et par exemple, une personne qui veut perdre du poids, on va prendre le cas un peu extrême, le sédentaire de base qui fait métro, boulot, dodo. Tu vois, il se lève, il va bosser, il passe la journée au bureau, il rentre, il est claqué, il va se coucher, pour faire très simple. Est-ce que, d'après toi, entre le NEAT, donc le fait de juste plus bouger dans les quotidiennes, et faire du sport, il y en aurait un à favoriser? On parle vraiment que de la perte de poids, on parle pas du risque de blessure Est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace ou dont la capacité de calories consommées peut être plus importante, ou les deux se valent? Disons que ça va dépendre un petit peu du contexte de la personne globalement, mais ce qu'on sait, c'est que l'activité physique, donc l'exercice, ça va être quelque chose qui va être bénéfique au-delà de la dépense qui est liée de la dépense énergétique. C'est la première chose. On va avoir d'autres bénéfices, tels que tu vas me le dire en premier. Hein. Ouais. Donc pour la santé en général. Pour la santé en général. Autre que la perte de poids. Que la dépense. Absolument. Et deuxième chose, c'est que quand on regarde aux données, quand on compare les essais qui ont juste fait un déficit calorique via l'alimentation ou déficit calorique avec l'alimentation plus une part d'exercice, on voit un maintien du poids qui est bien meilleur avec l'exercice, après l'intervention de déficit calorique. Ce qui est lié certainement à certains effets que pourrait avoir l'activité physique au niveau du cerveau, au niveau de la signalisation, de la leptine. On ne va pas rentrer dans les détails. Bref, ce qu'on sait, c'est que l'activité physique structurée est très efficace pour aider au maintien du poids. D'accord. Donc, prendre l'habitude de faire de l'exercice pendant
un déficit calorique, je pense que c'est très bien. Ok. Les leptines, si je dis pas conneries, c'est une hormone qui est en rapport avec l'envie de faim. Exactement, C'est ça exactement. Ok. Voilà. Oui, donc là, on va rentrer après dans la deuxième catégorie, qui est la quantité de calories qu'on consomme. On Mais- n'a pas encore terminé sur toutes les dépenses. Parce Oui, que, Oui, mais je veux dire, mais du coup, l'exercice physique va avoir un avantage pour la perte de poids sur les calories consommées, ouais. mais aussi sur d'autres effets qu'on va voir après. Exactement, D'accord, exactement. ok. Ça marche. Donc on a du coup le NEAT, le fait de bouger plus, le fait de faire du sport, et il y en a d'autres, du coup Le TEF, donc le Thermogenic Effect of Food. Donc, Ok. en vérité, si tu prends 400 calories d'un aliment, Mhm. c'est pas forcément 400 calories nettes, parce qu'il y a une quantité qui va être utilisée pour la digestion, Mhm. qui va différer un petit peu en fonction de la propriété des aliments. Donc, par exemple, les protéines vont avoir un TEF plus important. Ouais. Les aliments qui sont peu transformés vont avoir un TEF plus important. Voilà. Maintenant, c'est une petite partie. Ok. Donc, c'est pas en modifiant simplement, en mangeant plus de protéines, qu'on va simplement perdre du poids. C'est une petite partie qui peut aider dans le bilan. Ouais, donc les calories consommées juste pour digérer et qui va dépendre de ce que tu manges. Voilà. Ok, ça marche. Est-ce qu'on a un cinquième? C'est tout. On a fait. Ok, donc là, tu as tes quatre grandes sources de dépenses, dont deux sur lesquelles on a une vraie action. Voilà. Parce que. Ça ne veut pas dire que le taux métabolique de base ne va pas varier. Ouais. Et que, donc par exemple, dans un état de maintenance, tu vas avoir un certain taux métabolique de base. En déficit, ton taux métabolique de base va diminuer. Il y a des actions à faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de base, ce n'est pas une bonne méthode heuristique de chercher à perdre du poids en augmentant son taux métabolique de base, parce qu'on peut voir ça sur les réseaux actuellement. Ah ouais. Perdre du poids simplement en augmentant son taux Et métabolique. c'est quoi les conseils qu'ils donneraient ces gens-là? C'est beaucoup quelque chose qui est lié à la... Beaucoup de bullshit déjà. Ouais, mais tu sais, c'est beaucoup quelque chose qui est lié à ce principe de reverse diet, qui est augmenter progressivement ses calories par 50, Ouais. tu vois. D'accord. Et ça pourrait jouer sur la quantité qu'on consomme de calories au repos. C'est pas evidence-based. Donc c'est pas pour ça. Ça me va très bien comme réponse. Ok, ça marche. Donc on a fini sur qu'est-ce qu'on peut consommer donc comment on peut brûler des calories. Ouais. Maintenant le deuxième point c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut consommer. Enfin quels vont être les éléments dans une journée qu'il va falloir prendre en compte. Même si ça paraît facile sur ce que tu manges. Ce qu'on consomme, c'est ce qu'on mange, et donc c'est tous les macronutriments. Donc, qui vont contribuer à la part de calories sur une journée. Les protéines, les glucides, les lipides. On peut aussi compter l'alcool. Ok. Parce que oui, J'avais pas parce pensé à qu'un l'alcool. gramme d'alcool égale 7 calories, les gens ont tendance parfois à l'oublier. Ok, intéressant. Et là, est-ce qu'il y a des grands conseils, ou est-ce qu'il y a des trucs à limiter, ou est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels les gens tombent, qui font que quelqu'un qui va perdre du poids et qui se dit bah, je mange pas tant que ça, en fait mange plus qu'il ne croirait? Oui, et ça on pourrait mettre ça dans le sujet de la densité calorique de l'alimentation. Donc, Ok. ce n'est pas parce que tu vas manger un faible volume alimentaire Mhm. que tu vas avoir un faible apport calorique. Mhm. Donc, par exemple, on a une étude qui est connue, qui a comparé un régime cétogène, donc régime cétogène qui est à la mode, qui est très riche en graisse, Ouais. à un régime vegan à haute teneur en végétaux. Mhm. Dans un contexte ad libitum. Donc ad libitum veut dire à volonté. All-in. Voilà, all-in. Tu manges ce que tu veux. All-in. Le seul groupe qui a perdu du poids était le groupe vegan ad libitum. Pourquoi? Certainement parce que il y avait une densité calorique de l'alimentation qui était 2 fois moindre. Parce que, évidemment, il y avait plus de végétaux qui ont une faible densité calorique. Et d'un autre côté, on a beaucoup d'aliments qui sont très riches en graisse, qui sont très denses en calories. Donc, évidemment, si tu te fais une salade, même une salade, mais que tu te mets 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, de l'avocat, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça, des fois, je crois, oui, t'en avais déjà parlé, puis je vois d'autres comptes sur les réseaux qui en parlent. Manger healthy, en fait, t'as plein de trucs hyper gras comme les oléagineux, comme l'avocat, et en fait, en calories totales, t'exploses ton truc, quoi. Ce sont des aliments qui sont intéressants, par exemple, l'avocat, l'huile d'olive, etc. Je suis grec, donc je vais pas dire du mal sur l'huile d'olive. Et moi, je viens de Nice, donc on a un côté méditerranéen qui... Mais
la quantité d'huile d'olive qui est mise dans ma famille en Grèce, c'est certainement pas recommandé dans un objectif de perte de poids. Ouais, je vois bien. Je vois bien. Ok, hyper intéressant. Et alors, là, je pense que cette question, elle va être valable pour beaucoup de choses dont on va discuter. Tu vois, que sur une étude comme celle dont tu viens de nous parler, de régime alimentaire, on regarde qui a perdu le plus de poids ou enfin, quelles sont les variations. Est-ce qu'ils vérifient et ils analysent les quantités dépensées par ces gens-là? Tu vois, le groupe végétarien qui a perdu plus de poids, bah, est-ce qu'ils n'avaient pas un need plus important spontanément, etc. Ça, c'est pris en compte ou pas? Alors ça, c'était un crossover style design. Donc en gros, en français, une étude randomisée croisée. Donc ce sont les mêmes personnes. Chaque personne va jouer le rôle de son propre groupe contrôle, si tu veux. D'accord. Donc il se peut aussi que spontanément, peut-être que la personne va manger plus gras et se dépenser moins. Je ne sais plus s'ils ont analysé la dépense énergétique. Je pense que oui, parce que ce sont des études qui sont en salle métabolique. Donc tu vois qu'on analyse vraiment, on a la capacité d'analyser vraiment toutes les variables qui vont influencer le résultat. Mais de mémoire, c'est surtout qu'ils avaient consommé plus de calories dans un contexte ad libitum. Ouais. Mais il se pourrait aussi que on prenne du poids parce qu'on se dépense moins. Ouais. Bah, on connaît tous ce côté, quand tu viens manger, des fois tu as juste envie de te poser, quoi. Ouais, c'est et ça. Ça nous arrive moins souvent après une salade qu'après des aliments. Exactement. Ok, ça marche. Donc il y a ça, donc cette erreur en fait où les gens confondent taille de l'assiette, on va dire, et quantité de calories. Ouais. Ok. Et il y a d'autres choses que tu vois qui feraient que les gens des fois consomment plus de calories dans la journée que ce qu'ils pourraient croire? Peut-être, je dirais, oublier l'une et l'autre chose, parce que bon, quelque chose qui est classique, c'est je mange 1200 calories et je ne perds pas de poids. Ouais. Mais on oublie de compter parfois le biscuit par-ci, le sucre dans le café, et sur la totalité de la journée et sur la totalité de la semaine, ça fait une différence. Ou parfois on oublie de compter carrément les week-ends. Ouais. Et les week-ends comptent aussi. Ok. Voilà. Ok. C'est marrant que tu en parles dans un podcast, ça m'avait fait tilt depuis que j'ai un enfant. Tu parlais des trucs et t'avais dit genre finir l'assiette du gamin. Et c'est vrai que depuis que j'ai ma fille, bah de temps en temps, il y a un gâteau qu'elle va pas finir, bah, tu vas pas le jeter, donc tu vas le manger. Dans son assiette, il reste un bout de poisson, bah tu vas le bouffer. Ouais. Et c'est vrai que c'est le genre de détail qui peut faire une différence. Ça peut faire une différence. Une diète, ouais. Et c'est pour ça que personnellement, je ne fais pas d'enfant. Non, c'est pas ça. C'est que moi personnellement, je suis un grand fan pour moi des déficits qui sont plus agressifs. Ouais. Parce que je sais que ça va me laisser plus de marge sur des moments où je vais être amené à manger plus de calories. Donc par exemple, typiquement, moi j'aime bien le week-end boire un petit verre d'alcool et aller au restaurant. Ça va faire monter les calories, il n'y a pas de secret. Mais si on a créé un déficit calorique suffisamment important pendant 5 ou 6 jours, on peut se permettre soit de faire un jour à la maintenance, même un léger surplus. Si on fait un léger déficit du lundi au vendredi, il se peut qu'il soit complètement contrebalancé sur ce qu'on va faire le week-end, par exemple. Ok, ouais, donc tout à l'heure, dans le fameuse les gens surestiment, ne comptent pas leur week-end, c'est qu'en fait, ils sous-estiment les quantités de calories qu'ils vont ingérer dans le week-end. Exactement, et à l'extérieur, ça peut aller, très vite. Ouais. Un détail, moi, de temps en temps, je compte un peu, et de temps en temps, j'aime bien en dessert me faire une pâtisserie. Et l'autre jour, je me suis fait un financier, j'ai regardé, j'avais bouffé 1000 calories. C'est énorme. C'est énorme parce que globalement, genre mon plat du midi, il fait à peu près 500 et du soir à peu près 500 aussi. Donc en gros, en un dessert, c'est comme si j'avais remangé le midi et remangé le soir. C'était un truc de fou quoi. Et c'est le genre de truc où en effet, quand des fois tu t'y attends, tu fais pas gaffe ou tu ne les comptes pas, tu peux faire exploser les quantités de calories que tu as bouffées. Bah, c'était un truc avec de l'amande, du beurre, etc. Et en fait, j'avais cramé avec juste un dessert quoi. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont des aliments qui doivent être bannis ou mis de côté pendant toute une période de déficit. Ça veut dire qu'il faut juste en avoir conscience et faire une stratégie qui permet peut-être d'inclure ou peut-être de les mettre de côté tout en sachant qu'on peut les réintégrer à tout moment quand on le souhaite. On en reparlera cet aspect psychologique par la suite. Absolument. Et pour donner un peu d'infos, parce que toi et moi, surtout toi et moi aussi, je commence à connaître un peu le sujet, ça m'intéresse, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose à la nutrition, est-ce que tu aurais des valeurs par exemple de calories à perdre pour perdre du poids et à quoi correspondrait un repas type pizza, verre de vin, tiramisu? Tu vois ce que je veux dire? Qu'on puisse se rendre compte, par exemple, si je veux perdre 1 kilo, déjà combien de calories il faudrait brûler à peu près?
Environ 8000, 1200, 1250. 8200. Donc 8200 et Donc ça veut dire un déficit de. Donc admettons, on a un déficit de 1000 mhm, pendant 7 jours, on est presque à 1 kg. Enfin, ce qui passe à on 1 kilo. perdrait 1 kilo par Mais un semaine. déficit de 1000, c'est déjà beaucoup. Ouais, ouais, c'est beaucoup. Et là, évidemment, on parle pas des régimes miracles où tu perds que de la flotte pendant 4 jours. Ouais, Tu vois, on parle de ouais. vraiment, j'ai perdu Mais il se peut que sur la balance, tu j'ai perds perdu un plus. peu d'eau. Tu perds Ah, le plus aussi. ok. Mais si tu as vraiment un déficit de 8250 calories, Mhm. tu auras perdu 1 kg de graisse. Après, ce que tu as perdu à côté, tu as Ok, je tu as comprends. vidé un peu tes viscères, tu Ouais, as perdu ouais. de l'eau, tu vois. Ouais, donc peut-être que tu auras perdu un chiffre différent sur la Voilà. balance, mais en gras, entre guillemets, Voilà, tu exactement. auras perdu 1 kilo. Et est-ce que tu as une idée, un repas un peu type, pour nous dire le nombre de calories? Tu vois, moi je sais même que mon déjeuner il fait à peu près 500-600 calories, mais tu vois, un cheat justement du week-end, un italien, tu prends une pizza, tiramisu, verre de vin, Oh, ça peut facilement aller, ça dépend toujours. à peu Hein. près bien sûr. Ça dépend Hein. toujours, mais on peut aller en moyenne vers 1500-2000. Hein. Ouais, Ouais, hein. sur un repas. Donc tu Sur vois, un moi repas. ce serait le triple facilement de ce que je serais censé consommer. Mais dans la moyenne d'une semaine, ça Mhm. pose pas vraiment de problème, Ouais. tu vois. Donc, admettons, on peut intégrer ça et admettons que tu as une maintenance à 2500 Mhm. et que sur la journée, tu as mangé 2800, peut-être Ouais. 3000. Mhm. Tu as peut-être un léger surplus. Mais si le reste du temps, tu as créé un déficit suffisamment important, dans la moyenne de ta semaine, ce n'est pas trop grave. C'est ça, ok. Évidemment, si tu fais ça encore le lendemain et puis même 3 fois par semaine, Ouais, là, voilà. tu n'as plus. Ouais, donc toi, ta vision en tout cas et la manière dont tu l'appliques à toi, c'est tu prends une semaine type, Mhm. tu te dis voilà ce que je vais consommer et voilà combien je vais dépenser, Mhm. et tu essaies de faire un calcul pour être en négatif qui va correspondre en fait à tes objectifs de combien de poids je veux perdre et en combien de temps. Ouais, alors moi, pour moi personnellement, je ne suis pas hyper rigoureux dans les chiffres parce que D'accord. j'ai tellement l'habitude avec ça que je sais que si je fais ça, Mhm. je vais manger plus ou moins autant de calories, même si à 100 calories près, parfois je me trompe, bien Ouais, entendu. bien sûr. Je La sais bouteille d'huile d'olive qui a glissé. voilà, je sais que je peux me permettre de faire une sortie par semaine, et puis Mhm. si j'ai encore une autre sortie, je sais que je vais être plus raisonnable. Voilà, et je sais que en moyenne, je vais perdre du poids comme ça. Mhm. Et si ça va pas dans le sens que je veux, je peux toujours adapter. Ouais. Mais je suis pas très rigoureux sur les chiffres, c'est perso. Ok. Mais j'ai rien de. Tu te connais bien. Voilà, mais peut-être que certaines personnes ont besoin d'être sur les chiffres ou besoin dans un premier temps pour les aider. Ok, ça marche. Et du coup, cette balance entre ce que je consomme et ce que je dépense, elle est valable pour tout le monde. Et voilà, pour tout le monde, parce que personne ne peut esquiver les lois de la thermodynamique. C'est beau ça, c'est beau. Et dans ce cas-là, moi j'entends souvent dans mon cabinet, quand j'en parle avec des patients et des patientes, ce côté, donc sans avoir tes connaissances et sans leur faire une prod, mais je leur demande un peu, bah, qu'est-ce que tu manges? Ils me disent, bah, je mange pas grand-chose, je fais hyper gaffe, nanana. Ils bougent bien, ils font du sport et ils perdent pas de poids. Chez ces gens-là, on a tous un peu entendu des histoires comme ça, des gens qui comprennent pas. Toi, tu vois, même si évidemment chaque cas est différent, mais des grandes erreurs qui font que. C'est quoi? Est-ce que c'est leur balance qui est pas dans la bonne position? On en a déjà parlé dans certains cas. Il y a certains cas aussi, parce que tu sais, les gens disent oui, mais la balance énergétique n'est plus valable dans les cas d'hypothyroïdie. Ouais. C'est faux. C'est juste que la balance énergétique, le déficit énergétique est plus difficile à atteindre Mhm. dans un cas d'hypothyroïdie parce que on va, avoir un taux métabolique de base qui est diminué. Ouais. En moyenne, on peut dire de 15%. Ok. Donc, si on a une femme qui a un petit poids, qui n'a pas un taux métabolique de base qui est énorme, qu'on lui réduit déjà le taux métabolique de base, ça va déjà faire une différence. Et deux, c'est qu'on peut avoir de la fatigue, ce qui fait qu'on va bouger moins, on va marcher moins, on va être plus fainéant, Mhm. et ça va faire une différence, parce qu'il y a la fatigue qui est liée à la pathologie. Donc, la balance énergétique compte toujours, Ouais. c'est juste que c'est plus difficile d'atteindre le déficit énergétique dans ces conditions. Ok. Ouais, il y a Tu le vois? paramètre dépense Mais- énergétique qui est plus compliqué à faire augmenter Ouais. à cause du taux de base, et en plus le fait que les gens sont claqués, donc ils vont avoir un NIT, on a vu, plus faible, et peut-être une séance de sport dans la semaine qui va sauter aussi. Et Exactement. donc de base, ils vont avoir plus de mal à brûler des calories comme ça. Donc là, on en vient sur ceux qui n'ont pas de pathologie particulière. On se dit, voilà, la personne dit qu'elle ne mange que autant de calories et puis qu'elle fait beaucoup d'exercices et ne perd pas de poids. Ce qu'on voit dans les études, c'est que ces personnes ont tendance à
sous-estimer le rapport calorique Ouais. et surestimer. Non, sous-estimer le rapport calorique et surestimer La leurs dépense. dépenses. Tu Ok, vois. ouais. Et je sais plus exactement les chiffres, mais c'était énorme. Et c'était des personnes qui déclaraient manger 1200 calories. Mhm. Je pense qu'ils se trompaient de 1000 calories ou quelque Ah ouais. chose comme ça. Ouais, c'était une différence significative, Voilà. quoi. C'était. Voilà. Ok. Donc toute personne qui n'arrive pas à perdre du poids se trompe, mis à part, on va dire, pathologie thyroïdienne ou autre, serait en train de se planter dans une des deux évaluations qu'elle a de ce qu'elle consomme ou ce qu'elle dépense. Exactement. Ok. Ou une mauvaise évaluation de la quantité de calories qu'elle doit consommer. Sa maintenance, en fait. Voilà, de sa maintenance calorique. Ouais. Oui, l'idée c'est de savoir à combien quelles sont les quantités de calories que je peux consommer en permanence et mon poids ne bougera pas Voilà, pour la même activité, et derrière se mettre un peu en dessous. exactement. Et ça, les gens ils doivent sûrement se dire ouais, je peux faire mes 3 gros repas par jour, alors qu'en fait non, ils devraient déjà en réduire un, et rien qu'avec ça, ils commenceraient à perdre du poids. Par exemple. Ouais. Ok, d'accord, intéressant. Et les phrases qu'on entend du genre quand on dit j'ai flingué mon métabolisme. C'est j'ai fait beaucoup de régimes, j'ai fait beaucoup d'effets yo-yo, j'ai perdu, du coup mon métabolisme, ça je l'entends aussi beaucoup. J'ai un métabolisme qui est flingué. Il parle de quoi? Il parle du taux métabolique de base ou c'est Donc, quand on entend ça, parce qu'évidemment, il faut définir ce qu'est le métabolisme, c'est ça, ouais. Le métabolisme bloqué. Ce qu'ils entendent, c'est que avec les régimes successifs et puis les gros déficits caloriques, ils auraient diminué tellement leur taux métabolique de base que maintenant ils ne parviendraient plus à perdre du poids et que même à 800 calories, ils prendraient du poids. Tu vois un petit peu l'idée. Ouais. C'est pas soutenu par les données scientifiques. Donc on voit que même les femmes qui ont fait des régimes, on a des données comme ça, où les femmes qui ont fait des régimes à répétition et qui se plaignent d'avoir un métabolisme bloqué, ont un métabolisme tout à fait normal. Parce qu'en fait, les adaptations métaboliques qui sont liées au déficit calorique, elles sont transitoires. Okay. Donc si tu reprends ton poids et que tu reviens à la maintenance calorique, tout va être dissipé, toutes ces adaptations métaboliques. Ok, oui. Donc ça va être le moment où tu as perdu du poids grâce au déficit, tu te remets à ta maintenance, genre la vie normale, et là, entre guillemets, tout redevient lambda. Attends. Donc là, on prend d'abord le scénario de la femme qui a fait un régime yo-yo. Donc elle a perdu du poids. Elle va reprendre le poids. Elle va être à l'endroit où elle était au niveau du taux métabolique de base, avant son régime. Maintenant, si elle perd du poids et qu'elle arrive à maintenir le poids qu'elle a perdu, elle ne va pas être exactement au même taux métabolique de base puisqu'elle a perdu du poids. Et que son taux aura varié à cause de ça. Voilà. Et en plus, elle va dépenser moins d'énergie quand elle va se déplacer parce qu'elle aura peut-être perdu 10 kilos. Tu vois? Ah oui, intéressant. Oui, donc c'est son nouvel état d'équilibre qui n'est plus le même. Et ça, il faut le prendre en compte. En effet, perdre 10 kilos, ça fait que quand je vais marcher mes 10 000 km par jour, mes 10 000 pas 10 000 km par jour, le fait de le faire avec 10 kilos en moins sur le dos. Ça va changer. Ok, ah ouais, donc en fait, un effort qui te faisait brûler un certain nombre de calories à un moment donné peut t'en faire brûler moins parce que tu as perdu du poids. Exactement. Moi qui fais des burpees et des tractions, en effet, tu me demandes de faire avec 10 kilos de plus sur le dos. Et le fameux nous, c'est déjà 9 kilos. En effet, tu vois que c'est pas du tout le même effort. Ouais. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Et ça, ouais, t'as pas de paramètres pour te rendre compte. Si on te le dit pas, exactement, tu vas te remettre comme avant. Okay. Et je pense que ça peut être l'une des raisons pour lesquelles il y a autant de personnes qui fassent des effets yo-yo. La reprise du poids perdu, elle est beaucoup plus complexe. Donc les gens ont tendance à se focaliser vraiment sur le taux métabolique de base. Mais la reprise du poids perdu après un régime, elle est beaucoup plus complexe que le taux métabolique de base. Et elle est plutôt liée à différents mécanismes d'homéostasie où le corps recherche à reprendre son poids d'équilibre. Voilà. Donc, je pense que tu voudrais aborder le côté, ce qui va impacter les apports énergétiques. Donc, on pourra l'aborder à ce moment-là. Bon, on peut commencer à en parler. Ok. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que on a deux systèmes de régulation de l'apport alimentaire, donc homéostasique et non homéostasique. Et d'un côté, c'est régulé par ta quantité de calories. Donc, quand tu vas commencer un déficit énergétique, ton corps va vouloir rétablir l'équilibre. Parce que c'est pas quelque chose qui lui convient. C'est à l'échelle de l'évolution. C'est pas super dans un objectif de survie. C'est une famille. Voilà. Donc, il va augmenter la faim pour te faire consommer des calories. Ah, c'est à ça que ça sert la faim, voilà. entre guillemets, si on cherche.
2, s'il ressent qu'il y a de moins en moins d'énergie via la graisse corporelle, parce que Mhm. c'est une source d'énergie, Mhm. même chose, la leptine va diminuer Mhm. et on va avoir une augmentation de la faim. Ok. Donc, pour faire ça, moins de leptine égale plus de faim. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est tout ce qui est régulation de l'apport alimentaire qui est dépendant de ton statut énergétique. Donc déficit, que ce soit lié à ton apport énergétique exogène ou l'énergie que tu as, donc ton body fat. Ouais, ok, on verra. Et puis on a tout ce qui est qui n'a rien à voir avec ton statut énergétique, Mhm. qui est plutôt lié au phénomène de récompense. D'accord. Tu vois? Donc évidemment, tu peux manger autant de calories que tu veux d'aliments sains, et puis t'es dans ton équilibre énergétique. Si tu es dans une soirée et qu'il y a des chips, et puis c'est quelque chose qui te plaît à fond, et puis en plus de ça, si tu as été stressé la journée, tu vas grignoter des chips. Ouais. Donc tout ça va influencer aussi sur les prises alimentaires. Ça marche avec les cookies? Ça marche avec les cookies. Ce sont tous tes cookies préférés. Ouais. Et ça va être dépendant de ton environnement, Ouais. et ça va être dépendant de ta génétique. Parce qu'il y a tout un impact au niveau de la neurobiologie qui va avoir un impact où certaines personnes vont peut-être manger une demi-part de gâteau et puis ne plus en reprendre. Et puis d'autres personnes, vont reprendre une deuxième part. Ou Ok. certaines personnes vont peut-être pas en prendre du tout. Ouais. Ouais. Ouais, bah je le vois, moi qui suis très sucre, moi j'ai beaucoup de mal à ne pas prendre une troisième part plus qu'une deuxième. Voilà. Là où j'ai quelqu'un qui a des potes qui sont pas sucrés, ils vont à peine croquer dedans, et bah ouais, du coup, niveau apport calorique sur ton repas, en fait, Mhm. c'est monstrueux. Ouais. C'est monstrueux. Et ça, ok, ouais, et ça Oui. c'est génétique, tu dis? Il y a une part génétique de ça. Mais bien sûr, ton environnement va jouer parce que si tu n'as pas les gâteaux devant toi, Ah bah ça, voilà, tu vois. Mais si tu as ton enfant qui qui mange tes gâteaux préférés, tu vas Mhm. peut-être avoir envie d'en prendre aussi, Ouais. tu vois. Donc l'environnement va jouer. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que les personnes ont tendance, quand on parle de reprise du poids, à se focaliser sur le taux métabolique de base. Mhm. Mais il y a des phénomènes qui veulent te ramener à ton état d'équilibre. Mhm. Donc, d'une part, qui sont liés au statut énergétique. Donc, Mhm. on peut parler de body fat set point. Si tu descends en dessous d'un certain taux de graisse, ton Ouais. corps va vouloir. Fortement. Voilà. Qui est aussi d'une part génétique. Ouais. Certaines personnes sont très bien à un taux de masse grasse très, très bas et d'autres un peu plus haut, etc. Et puis, Donc là, la part de psychologie, elle est hyper importante en réalité. Parce que tu me dis que dès que tu vas être en déficit calorique, pour Mhm. faire très simple, ton corps il va t'envoyer des signaux pour que tu manges plus, et ça va être à toi de résister. disons que ce n'est pas seulement une part de psychologique. C'est-à-dire que parfois, certaines personnes pourront faire autant d'efforts qu'elles veulent, si elles n'ont pas l'environnement qui est adapté, ça va être très compliqué. Et où certaines personnes sont tellement génétiquement défavorisées Mhm. que simplement tout cet aspect exercice, nutrition ne sera pas suffisant. Et c'est pour ça que on a une épidémie d'obésité. Mhm. Et on a maintenant une nouvelle classe de médicaments qui sont les agonistes du GLP-1 qui permettent de contrecarrer un petit peu tous ces effets Lesquels? de phénomènes régulateurs au niveau de la leptine, etc. D'accord, ok. Ouais, mais regarde, qu'est-ce qui fait que tout à l'heure on a mangé au restaurant, on tournait ce podcast, on a pris entrée plat. Ouais. Moi, ça m'a demandé un effort, mis à part qu'on était à la bourre, de ne pas prendre un dessert. Oui, bien sûr. Tu vois? Bien sûr, mais certaines personnes vont être plus tentées que nous de prendre ce dessert. J'étais bien tenté. Hein. Voilà. Et certaines personnes vont le prendre tout de même. Et puis, on a un mode de vie, on a un environnement qui est différent. C'est-à-dire que on a un petit peu ce lifestyle tous les deux un peu sportif, où on se dit, voilà, on va quand même être un petit peu raisonnable. Faire un peu attention aussi à ce qu'on mange, etc. Voilà, donc dans l'ensemble, on s'est dit que c'était plus raisonnable de ne pas le prendre. Ouais. Donc c'est complexe, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je te parle de la psychologie. Parce Ouais. que là, alors, peut-être que le mot psychologie est pas le bon, mais peut-être nos objectifs, dans ce cas-là, tu vois, qui sont différents. Nos objectifs d'être en bonne santé, d'être sportif, etc., fait qu'on l'a pas pris, mais je sais pas toi, mais moi en tout cas, j'en avais envie.
Ah, mais de toute façon, Toi aussi, j'adore, hein. J'adore hein, aussi tout ce qui Ouais. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et en effet, quand tu parles de l'enfant qui a le paquet de gâteaux devant toi, bah, ouais. un truc tout con, si c'est mon enfant, bah, je vais être plus content que mon enfant le mange, que si c'est un enfant que je connais pas, je serais plus content de moi le manger. Mais tu vois, c'est pour ça que je te parle de Ouais. psychologie, mais c'est peut-être que le terme est pas bien utilisé. Donc Ouais. ça joue beaucoup au final. Oui, ça joue, bien sûr, mais tout le monde n'a pas la même. Je pense que c'est plus compliqué pour certaines personnes. Et Mhm. il y a une part aussi génétique de ça. Ouais. Donc on n'a pas tous le cerveau qui fonctionne de la même manière. Et, Ok. Donc c'est quoi, c'est la sensibilité peut-être à certaines hormones qui pourraient être différentes? je suis pas spécialiste en D'accord. neurosciences, hein, Ok. mais si je prends un petit peu ce que j'avais pu voir des côtés de Stéphane Gayennet, je sais pas si tu vois, Non, ça c'est me de parle Hungry pas. Brain. Ok. Donc, qui est un livre qui explique un petit peu tous ces phénomènes de récompense qu'on peut avoir Mhm. avec la nourriture, etc. Ouais. C'est que certaines personnes auraient des, justement ces phénomènes qui sont accrus. Donc, au niveau des phénomènes de récompense, Mhm. des spikes de dopamine qui sont plus Ouais. importants, ce genre de choses. Ok. Ouais, ok, bah ok, ça me paraît cohérent en effet. Ouais, pour le même stimulus, peut-être Voilà. qu'on n'y réagirait pas tous différemment, qu'on y réagirait tous différemment, pardon. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, moi quand j'ai un truc qui va pas, j'ai envie de me jeter sur du sucre. Bien sûr, bien Là sûr. où j'ai des gens où le sucre, non, il y en a ça va peut-être être plutôt un verre d'alcool, il y en a ça va être une cigarette, il y en a ils vont aller faire du sport, etc. Ouais. Et donc ça, ouais, ça pourrait aussi influencer dans ce cas-là Ouais. la quantité de calories consommées. Ouais, bien Ça. sûr. Ok. Donc, globalement, si on suit cette règle, tout le monde pourrait perdre du poids. Comme je t'ai dit, c'est pas si facile que ça. Donc, Ok. Il y a un autre élément sur non, lequel... non, en fait, si tu enfermes tout le monde dans une salle, si tu enfermes des gens dans une salle métabolique avec autant de calories de nourriture et admettons, on enferme quelqu'un dans une salle métabolique, on lui donne 500 calories par jour, il va perdre du poids. Ouais. Peu importe qui il est, peu importe sa génétique, etc. Ok. Le problème, c'est que les gens ne vivent pas en salle métabolique, Ok. tu vois. Ouais. Et on est dans un environnement avec beaucoup de signaux alimentaires. Et c'est pas aussi facile que ça. Ok. C'est pas aussi facile que ça. Ouais. Et donc, toi, tu vois, on en a parlé, tu as fait une formation qui s'appelle la perte de gras rapide. La science de la perte de graisse rapide. Ouais. Perte de graisse rapide, voilà. Et ça, entre guillemets, on entend aussi genre, il faut pas perdre de poids trop vite, sinon on va tout reprendre, etc. En fait, c'est quoi? C'est l'individualisation de la perte de poids qui devrait plutôt être le centre de toutes les recherches. Tu vois, toi, tu disais que ça te réussissait bien de perdre beaucoup ou d'avoir quelque chose d'agressif pour te permettre d'être un peu plus laxiste après le week-end. Alors, oui, donc on va parler du côté individualisation Ouais. après, mais dans moyenne, ce qu'on voit dans les études, c'est que la perte de poids rapide ne mène pas à plus de reprise de poids. Et il n'y a pas de phénomène de médiateur physiologique qui pourrait expliquer pourquoi la perte de poids rapide mènerait à plus de reprise de poids, parce que on voit des adaptations métaboliques similaires, Ok. on voit, tu vois, une fois quand on regarde autant de poids perdu avec perte de poids rapide, autant de perte de poids perdu avec la perte de poids lente, Mhm. on voit des adaptations métaboliques similaires, tout est D'accord. similaire. Tu vois. Ok. Donc c'est plutôt quelque chose qui est lié, les adaptations métaboliques sont plutôt liées au déficit calorique total, si tu veux, D'accord. peu importe la vitesse. Juste quand tu dis perte de poids rapide et lente, on parle de quelle échelle de temps à peu près? Par exemple, on pourrait dire perte de poids rapide, quand on compare ça dans les études, c'est déficit de moins 800 contre moins 400, ce genre de choses. Mais il y a aussi des études de very low calorie diet Ok. qui sont vraiment très basses en calories. Hein. Ok. Et donc ça, c'est sur quoi? C'est sur 6 mois par exemple que ça se fait? Ça dépend toujours. 6 mois, ça peut parfois être très long. Hein, Ouais. parce qu'il faut savoir que l'adhésion dans les essais de perte de poids est parfois assez mauvaise, donc c'est parfois un peu sur une plus courte durée. Mais D'accord. il y a des études aussi plus longues, mais Ok. voilà. Oui, parce que quand tu dis 400 calories de déficit par jour, ça veut dire qu'en 20 jours, tu perds 1 kilo. Si on reprend globalement 1 kilo égale 8000 calories pour faire très simple. Alors ça, ce serait si... donc si on te met moins 400 calories à la baseline, évidemment, ce sera dans 8 semaines, ce sera plus moins 400, tu vois, parce que tu vas juste... Ça va changer. Parce que pendant ces 8 semaines, Voilà. ça va changer aussi. Ouais. D'accord, ok. Et donc, eux, globalement, tout le monde, si tout le monde te retourne poids, les adaptations métaboliques sont les mêmes. Et ce qu'on voit, c'est que même dans la littérature, les personnes qui perdent du poids rapidement ont tendance à reprendre moins de poids.
Ok. Ce qui est pas lié à un truc physiologique, c'est peut-être lié à quelque chose où les personnes ont été motivées de perdre du poids rapidement. Et puis, mais il n'y a rien qui suggère en tout cas Que que, c'est mauvais. voilà, Ok. que ça ferait reprendre le plus rapidement ou dans une plus grande ampleur, il n'y a rien qui le suggère. Ok. Et Mais ça veut, attention, donc maintenant on part sur l'effet individualisation. ouais. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit utiliser la perte de gras rapide. Donc on a ce côté où, voilà, moi, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que, je t'en parlais tout à l'heure, ça me laisse un peu plus de marge sur le week-end et ça me permet de garder un gros déficit calorique. Et il y a aussi que je n'aime pas être en déficit calorique trop longtemps. Donc écourter la durée du déficit calorique par rapport au fait d'être à moins 200 calories pendant je sais pas, 12 semaines, 14 semaines. Je préfère écourter la durée. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, ça me convient bien. Après, il y a d'autres personnes qui aiment bien le déficit calorique plus léger. Et que leur mode de vie convient bien à un déficit calorique plus léger. Et là, on est dans l'individualisation où on a différentes options, différentes interventions qui sont evidence-based à appliquer en fonction de l'individu et de sa situation. Et on n'a pas vraiment besoin de choisir un camp non plus. Ça peut être déficit lent, déficit agressif pendant plusieurs semaines pour, par exemple, motiver la personne et puis être sur quelque chose de plus léger. Tout est possible. Oui, ça peut se faire en plusieurs temps. Voilà, tout est possible. Oui, ça peut en effet être très cool. Tu dis, waouh, regarde, en 2 semaines, tu as perdu tant de kilos. Tu vas continuer, mais du coup, la personne elle est trop contente. Elle se dit, waouh, ce que je fais, ça marche. J'ai enfin des résultats. Et derrière, tu continues de perdre plus lentement sur un deuxième temps. Voilà. Et ce qui est ultra important derrière, c'est par contre de finir en te mettant sur un truc qui est ton niveau de base. Ouais. Ta maintenance, et je vais même rajouter quelque chose, c'est que j'aime bien, moi je suis un grand fan des diet breaks, donc des périodes de pause à la maintenance calorique pendant le déficit, parce que ça apprend justement aux personnes à vivre à la maintenance. Ça apprend progressivement à dire, ah voilà, je mange cette quantité de calories, j'arrive à maintenir mon poids, et progressivement, ça leur apprend à ce qu'ils vont devoir faire pour, je vais dire, le reste de leur vie, même si ça peut varier, bien entendu, mais ça leur apprend à vivre à la maintenance. C'est ça, et je trouve que c'est ça qu'on n'entend pas assez, peut-être parce que c'est pas sexy, etc., mais c'est que les régimes, quel que soit le régime, en fait, sont intéressants, mais là où les gens se foirent sûrement beaucoup, c'est qu'une fois que c'est terminé, ils retournent dans leur ancien mode de vie. Et qui dit ancien mode de vie dit que tu vas finir par retrouver le poids qui correspondait à ce mode de vie. Exactement. C'est en fait un mode de vie va obligatoirement donner un poids chez un individu. Exactement. Et que faire un régime quel qu'il soit, tu as parlé du cétogène, on pourra en parler de différents régimes, va traîner un peu de poids, mais si derrière tu retournes dans ton ancien mode de vie, ça marche pas. J'ai l'impression, mais tu pourras me donner ton expérience qui est sûrement plus pertinente que la mienne, si les gens derrière ne modifient pas leur mode de vie, ils vont retomber en fait dans ce qui se passe avant. Exactement. Donc l'alimentation, donc il y a un point qui est important qui est une citation qui vient d'un des personnes qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Lyle McDonald, qui est un physiologiste américain, qui dit l'alimentation avec laquelle tu vas perdre du poids n'est pas celle avec laquelle tu vas te maintenir, parce qu'évidemment, tu ne vas pas vivre toute ta vie en déficit calorique. Mais il y a certaines habitudes du déficit que tu dois conserver en maintenance. Donc, admettons, si la personne ne mangeait aucun fruit et légumes, et puis qu'en déficit, elle s'est mise à manger des fruits et légumes, c'est une habitude qu'elle peut conserver. L'exercice aussi, c'est une bonne habitude à conserver. Maintenant, si une personne a perdu du poids avec un régime low carb, il y a certaines habitudes qui vont être créées. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas réintégrer plus de glucides dans son alimentation en maintenance. C'est ça. Parce qu'il y a aussi cette, je vais dire, croyance où j'ai perdu du poids en low carb, donc les glucides sont mauvais. Ouais, bien sûr. Donc la personne doit aussi comprendre de tout ça. Et je pense que la compréhension des mécanismes de la perte de poids aide beaucoup à ce que la personne puisse jongler avec tout ça. Ouais, de la manière qu'une personne qui aura augmenté sa dépense énergétique, quel que soit
quelle qu'elle soit pendant son régime, elle sera toujours gagnante à garder un minimum d'activité, de sport, de marcher plus, Exactement. de se déplacer en vélo, même une fois qu'elle aura obtenu le poids qu'elle souhaite. Exactement. Ok. Et ça, de ton expérience personnelle, c'est un truc dont les gens ont conscience. Moi, ça me paraît hyper cohérent parce que je baigne dedans et que ça m'intéresse, mais chez des gens qui n'ont pas vraiment de connaissances dans le milieu, c'est quelque chose qu'ils ont conscience. Genre, ça va se faire en 2 temps. Mais une fois que le deuxième temps sera fini, de toute façon, tu ne retourneras plus dans ta vie d'avant. Moi, ce que j'ai pu remarquer, hein, c'est que, bon, évidemment, plutôt vis-à-vis de ma communauté, c'est quelque chose qu'ils ont tous conscience parce qu'ils sont un peu éduqués au niveau de l'alimentation. Parce que ta etc. communauté, de toute façon, elle est Voilà. intéressée par le Donc, il y sujet. a un gros biais de sélection, tu vois. Exactement, ouais. Mais quand on va interroger des lambdas, c'est que si ton régime, une fois que tu as arrêté ton régime, Ouais, tu reprends le poids, c'est qu'il était mauvais. ouais. Tu vois, donc s'ils sont plutôt dans quelque chose de on-off, où Yeah. je suis au régime et puis je reprends ce que je faisais C'est avant. ça le problème des yo-yo, Voilà, en fait. voilà. C'est que les gens ne retournent dans leurs anciens modes de vie. Mhm. Tu vois. Et au final, je pense que tout le monde est d'accord, et on en a parlé, on fait des sèches tous les deux de temps en temps, moi plutôt avant l'été, toi en fonction de ton envie. Ce qu'on fait, c'est plus ou moins un régime qu'on sait qui va nous apporter des avantages physiques, etc. Mais on sait très bien que derrière, on va retourner dans nos modes de vie et retrouver du coup un autre physique Exactement. qui nous convient. Exactement. Et tu sais, le terme régime est un petit peu. Oui. Ma- C'est pour ça que ma- ceux qui écoutent en podcast, vous avez vu, mais il a mis des guillemets sur son mot régime. Voilà. Parce que C'est un mode de vie. c'est un mode de vie. Disons que le mot régime est assez mal vu parce que ça a tendance à être associé avec régime de pacotille à base Ouais. de shaker, substitut de repas, etc. Pot pour bébé. Voilà. Et régime un peu restrictif. Maintenant, on peut plutôt mettre ça dans la case déficit calorique. Donc, en remplaçant le mot régime par déficit calorique. Alors moi, par exemple, ce que je fais en déficit calorique n'est pas fondamentalement très différent de ce que je vais faire, mais je vais utiliser d'autres stratégies. Mm. Donc, je vais par exemple utiliser le jeûne intermittent que je n'utilise pas quand je fais pas de déficit, Mm. ou je vais supprimer certaines choses que, voilà, je vais peut-être manger moins d'oléagineux, voilà, Ouais. tu vois, mais fondamentalement, la base reste, les fondations restent les mêmes, Ouais. c'est-à-dire que je vais pas manger un aliment magique d'un côté. Ouais, et c'est pour ça qu'au final, et ça t'en parles souvent et je trouve ça hyper intéressant, en réalité, tous les régimes se valent, dans le sens où à partir du moment où le but du régime, quelle que soit la méthode utilisée, ça va être de te mettre en déficit calorique. Toi, tu parles du jeûne intermittent qui fait que vu que tu fais moins de repas, ta dépense calorique, la quantité de calories est différente. Quelqu'un qui va manger en low carb, en cétogène, en paléo, en peau de bébé, sans parler du côté santé de le faire. En fait, ce qui fait qu'un régime ou non va marcher, c'est à quel point la personne déjà elle va être capable de le tenir et à quel point ça va la mettre dans ce côté déficit. L'adhésion est très importante. L'adhésion, c'est ça le mot. T'as T'as les bons mots. Ça, tu l'as très bien marqué. Et donc, toutes ces interventions sont des outils qui permettent un déficit calorique, qui ne sont pas forcément mutuellement exclusifs, et qu'on peut utiliser à une période ou à une autre. Donc, par exemple, si ton mode de vie se prête bien au jeûne intermittent à un moment T, mais puis finalement, tu t'entraînes le matin, tu changes de ton timing et tu t'entraînes le matin, ça te convient bien de faire un petit déjeuner avant l'entraînement, tu enlèves le jeûne intermittent, tu utilises une autre stratégie. Voilà, c'est toutes des stratégies qui peuvent être utilisées. Le problème, c'est que au sein de toutes ces interventions, il y a toujours des groupes qui sont un peu, tu sais, des mouvements un peu avec des gourous, où la méthode est la méthode la meilleure. Et si tu n'utilises pas la méthode, tu n'auras pas de résultat ou tu vas perdre tous tes résultats. Donc, si tu as quelqu'un qui a perdu du poids avec un régime à faible teneur en glucides, elle pense que les glucides sont la cause mauvais, la cause de l'obésité ou que sais-je, et que dès qu'elle va manger des glucides, ça va poser problème. Et ça mène aussi à, tu sais, des mentalités un peu on-off, dichotomiques avec la nourriture, des bons aliments, des mauvais aliments. Ce qui est aussi associé avec la reprise du poids après un régime. Les croyances. Ce qu'on voit, par exemple, quand on interroge les participants à la baseline, c'est que le fait d'avoir une vision dichotomique de la nourriture, tu sais, voir les aliments comme noir ou blanc, faire des périodes de régime et puis je reprends. C'est associé avec la reprise du poids à la fin d'un déficit calorique.
C'est que c'est hyper intéressant et je trouve que au final nos métiers sont différents mais sont assez similaires. C'est que moi quand tu me dis ça, bah, j'entends des études qui nous sont faites dans mon métier où tu entends que si le patient qui a mal au dos il a des fausses croyances, s'il a vu des praticiens qui n'avaient pas les mêmes méthodologies, qui leur ont donné des fausses infos, s'ils ont fait des radios du dos et qu'on leur a dit que c'était la catastrophe, bah, la probabilité qu'ils ont mal au dos, elle est vachement supérieure, qu'ils deviennent chroniques, qu'à une autre personne qui aurait un traitement différent. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que ce que tu me dis, ça me fait vraiment écho à ça. Tu vois, c'est en fonction de la croyance des gens, etc. Plus ils ont des fausses croyances, pour faire simple, plus le risque qu'ils reprennent du poids est important. Ouais, exactement. C'est pareil dans mon métier. Exactement. C'est ouf. Exactement. Après, il faut savoir que parfois, ce n'est pas simplement lié aux croyances, c'est quelque chose qui est un petit peu leur mentalité globale, tu vois. Ouais. Il y a des personnes qui sont un peu black or white, Ouais, bien tu sûr, vois. ouais. Et cette mentalité est probablement mauvaise d'un point de vue résultat de composition corporelle à long terme. Et je pense santé, tu vois, Santé, bien sûr. je m'engage à dire ça, mais un patient qui va te dire se pencher en avant c'est mauvais pour le dos, et pas bah, ça va dépendre du poids, de ton âge, de la nuit que tu as eu avant et compagnie. Tu vois, j'aurais tendance à penser qu'il aura sûrement plus mal au dos dans sa vie que quelqu'un qui est capable de prendre un peu de recul sur ça et de se dire non, ça dépend. Et comme pour la nutrition, quoi. Exactement. Belle corrélation. Est-ce que, je pense que là, on a fait un bon tour sur la perte de poids. Est-ce qu'il y a un élément qui te paraît important dont on n'aurait pas parlé? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais. Hein. Peut-être que quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que en déficit calorique, les gens ont aussi tendance à oublier que spontanément, ils ont tendance à moins bouger. Oui, extrêmement important. Ouais, Extrêmement ils ont important. tendance à moins bouger, donc au lieu de faire 10 000 pas par jour spontanément, ils en font plus que 2000, et puis ce genre de choses. Et même les mouvements spontanés peuvent diminuer. Si, bah, ça fait une autre question dont on discute aussi, c'était sur justement ça. En effet, quand t'es cramé, et moi j'ai déjà vu quand je fais une sorte de régime, t'as moins de jus, donc tu vas moins marcher, tu vas peut-être prendre un peu plus de bus, et même tes séances d'entraînement, elles vont peut-être être moins intenses, Ouais. et peut-être que tu vas toujours faire ton 1 heure de muscu, 1 heure de crossfit ou 1 heure de course à pied, mais bah peut-être que derrière, tu vas juste dépenser moins de calories à ce niveau-là. Ouais. Et dans les méthodes d'entraînement, est-ce que tu en as qui, justement, une question qui me venait, qui sont plus ou moins efficaces pour perdre du poids? Donc si on parle que du côté calories, et puis derrière les conséquences que ça peut avoir aussi. Tu vois où je veux en venir ou pas? Je dirais que je pense que l'entraînement aérobie ou résistance est plus ou moins non inférieur l'un à l'autre dans la littérature. Ouais. Ouais, donc il n'y a pas plus d'intérêt à aller faire de la haute intensité en mode crossfit, où on parle souvent du burn effect en muscu, tu vois, etc. Donc quand on compare le cardio à basse intensité ou en high intensity interval training, il y a une non-infériorité entre les deux. Et évidemment, entre une séance de musculation et une séance d'entraînement aérobie, tu vas brûler moins avec une séance de musculation, bien entendu, mais ça va toujours dépendre de la personne. Donc si on en vient à notre individualisation, c'est que si tu as une personne qui a un travail physique et qui fait 20 000 pas par jour, peut-être qu'elle n'a pas besoin de rajouter une séance d'aérobie à côté, d'entraînement aérobie. Et d'un autre côté, si une personne a un boulot tout à fait sédentaire, peut-être que faire un petit peu de cardio peut être utile pour augmenter un petit peu les dépenses, parce qu'on va avoir plus de dépenses que ce qu'on fait via la musculation, évidemment. Ok. Ouais, donc c'est d'avoir, toi tu dirais, une activité physique assez différente de ton NEAT au final? Je pense que c'est bien de voir les choses comme ça. Ok. C'est bien. Et d'un point de vue santé, je pense que c'est bien d'intégrer un petit peu les deux. oui, ça je suis d'accord avec toi là-dessus. Voilà. Ouais. Mais sur le côté perte de poids. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as certains types de sports où, tu vois, qui, à calories équivalentes, fait que derrière, tu aurais plus faim, tu vas plus, tu vois, est-ce que ça peut jouer? Ou moins faim, justement, ou autre? Alors, le truc, c'est que il s'est probablement pas lié au sport en lui-même, c'est plutôt lié à la quantité de dépenses que tu vas créer via cet exercice. Donc, il y a certainement un seuil qui est difficile à connaître dans la littérature, mais je pense qu'ils avaient évalué que 300 calories de dépenses liées à l'exercice, il n'y avait pas d'augmentation de la faim, et puis à partir de 600, on va commencer à avoir une augmentation de la faim. Voilà. Donc, ce serait plutôt lié à la dépense que tu crées via ton exercice. Ok, donc ce qui veut dire c'est que globalement si j'ai plus faim après une séance de sport, je peux me dire que sûrement que j'ai dépensé plus de calories que d'habitude?
Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer, D'accord. tu vois. Ouais, mais Il y a beaucoup- ça me va très bien. Il y a énormément de choses qui peuvent influencer, mais le message à retenir, je pense, c'est que c'est probablement pas un bon conseil d'essayer de créer son déficit calorique via des quantités énormes de dépenses liées à l'exercice. Ok, Tu vois? intéressant. Donc peut-être pas essayer de brûler 1000 calories en allant courir, voilà. C'est peut-être pas le meilleur conseil. Ok, t'aurais un argument vis-à-vis de ça ou? Ce que j'ai dit tout à l'heure vis-à-vis de l'augmentation de la faim, Ok, et probablement aussi, donc, où qu'on aurait une, euh, une diminution des retours sur investissement au niveau de la quantité de calories qui serait brûlée au-delà d'un certain seuil. Donc là, d'accord, ok. donc en gros, ce que tu brûlerais en calories pour faire 0 à 10 km par jour en courant, par Ouais. exemple, serait plus importante Que de 10 que à 20. de 10 à 20. Ok, ouais. Donc, Et sachant que si tu te crames au sport en disant je vais faire ça, peut-être que derrière indirectement tu vas réduire ton NIT. exactement aussi. Et qu'au final, toi tu seras crevé. Ouais, Après t'as fait beaucoup de sport donc t'as peut-être te dire vas-y j'ai bien récupéré, j'ai bien mérité ma petite barre à prendre derrière. Derrière t'as un NIT moindre et en fait c'est un coup d'épée dans l'eau quoi. ouais, ouais. Ok. Donc, je pense que, Donc pour toi le levier le plus important reste la quantité d'aliments, enfin la quantité de calories absorbées. ouais, Bouger plus, Bou- augmenter bou- ton NIT. bouger, mais bouger, je pense, et augmenter les dépenses, c'est une très bonne chose. Mhm. Mais je pense pas que créer un déficit énorme via des quantités déraisonnables d'exercice soit un bon conseil. Ok. Mais le kiné du sport que je suis valide aussi j'aurais moins de passion au cabinet comme ça. Voilà. Ça me va. Bon, on peut dire qu'on a fait un point sur la perte de poids. Ouais. Là, on a bien fait hein, tout ce qu'on peut dépenser, tout ce qu'on peut faire rentrer et les interactions. Tu vois, moi, c'est ça que je trouvais hyper intéressant et dont j'avais vraiment pas la notion avant de faire ta formation. C'était, ouais, voilà, peut-être que, comme on vient de le dire, là, tu vas plus te dépenser en faisant ça, mais derrière, tu vas avoir un schéma de compensation qui font que tu as un autre élément qui va jouer, qui fait que tu vas soit plus consommer, soit moins bouger. Et nous, dans le CrossFit, tu le vois bien, tu as fait 1 heure avec burpees comme un chien, tu sors, t'es cramé. Bah derrière, t'as pas envie de rentrer en marchant. J'ai fait un peu de crossfit, hein. Ouais. C'est très dur. Hein. Tu vois, et derrière, tu vas rentrer, tu vas prendre le métro, tu vas prendre. Et tu vas. Ouais, donc c'est. Ok, hyper important. Première partie terminée, on va attaquer sur ta deuxième spécialité, qui Ouais. va plutôt être le côté, on va dire, santé-nutrition, si on peut les appeler comme ça. Ouais. Bah, je pense que la meilleure façon d'attaquer ça, ça va être. On va parler un peu de tous ces aliments dont on entend parler. Moi, je pense que j'ai beaucoup de fausses croyances là-dessus. Donc, Ouais. faut pas que tu hésites si je dis la merde quand Ouais. quand on va échanger. Mais par exemple, on va parler de ton livre. Tu as fait un livre sur les produits laitiers. Ouais. Moi, qui suis un peu intéressé par la nutrition et qui est bouquiné, mais qui ne suis pas du tout formé sur le milieu, j'aurais tendance à me dire, ok, le lait est plutôt un produit inflammatoire. Globalement, c'est pas un mauvais produit, mais si vous pouvez réduire votre consommation, bah allez-y. Est-ce que je dis de la merde? Tu peux dire oui. Alors, en vérité, ça ne vient pas spécifiquement de toi. Hein. L'effet inflammatoire des produits laitiers est vraiment ancré dans les croyances. Mhm. Et quand on regarde la littérature, il y a des méta-analyses, des revues systématiques méta-analyses qui ont examiné l'impact des produits laitiers sur un tas de marqueurs de l'inflammation. Ok. Donc le la CRP, Mhm. l'interleukine 6, TNF-alpha. Ce qu'on voit que dans l'ensemble, les résultats sont soit neutres, soit nuls, donc pas d'effet particulièrement inflammatoire, Mhm. ou un léger effet anti-inflammatoire. Ok, carrément Voilà. anti-inflammatoire. Voilà. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas de raison de croire que le lait soit particulièrement inflammatoire. Et je dirais, si il était particulièrement inflammatoire, ça Mhm. devrait se concrétiser sur différents résultats de santé objectifs. Par exemple, les maladies cardiovasculaires ou quoi Ouais. que ce soit. Ok, comme on pourrait, pour faire très simple, le voir avec le tabagisme. Où Exactement. tu as une vraie corrélation entre quantité de cigarettes consommées, etc. Exactement. Même si Et- tu peux avoir un cancer sans tabac, évidemment. Mais... Exactement. Et pour les produits laitiers, c'est dépendant du critère d'évaluation. Mais par exemple, si on prend les maladies cardiovasculaires, Mhm. l'effet est dépendant surtout du type de produit laitier, Mhm. où le beurre augmente le risque de maladies cardiovasculaires et pas d'autres types de produits laitiers comme le yaourt ou ce genre de choses, ou les D'accord. produits laitiers à faible teneur en matière grasse. Et le médiateur n'est pas tellement l'inflammation. L'inflammation n'est pas dans la chaîne causale. Donc, c'est plutôt parce que le beurre tend à augmenter le cholestérol, tu vois. Oui, donc le problème, ce serait pas le produit laitier en lui-même, ce serait le beurre
le produit beurre. Voilà. Tu vois, après, graisse si saturée issue du beurre, si tu veux. Ouais, Graisse saturée issue du beurre. Et ce serait pas via l'inflammation. ok. Alors, du coup, là, j'ai une question très salaud et tu peux tout à fait ne pas y répondre. Mm. Moi, j'ai quand même des patients avec lesquels je suis en échec thérapeutique, Mm. tu vois, qui voient une amélioration en arrêtant les produits laitiers. C'est hyper frustrant pour moi parce que je me dis putain mon gars, ça fait 10 ans que tu te formes et le mec arrête de bouffer du lait, il a plus mal à l'épaule alors que ça fait 20 séances de rééducation où j'ai tout tenté. Ça, toi tu as une hypothèse, t'as déjà vu des trucs, t'as quelque chose ou pas? Avec ce type d'anecdote, l'hypothèse que j'ai, c'est que on peut entendre un tas de choses. Mm. Par exemple, j'ai arrêté les fruits, j'ai perdu du poids. C'est que il y a différentes covariables qui ont changé en même temps. Donc la personne a dit, je vais arrêter les produits laitiers, donc je vais aussi faire plus attention à ça. Et l'effet est noyé dans un ensemble de choses que la personne a fait. D'accord. Parce qu'évidemment, elle a changé plein de choses et il n'y a pas de groupe contrôle pour évaluer ce qui se serait passé si elle n'avait pas fait, tu vois. Donc, Je te dis que c'était une question de merde. ouais. Donc, Ouais. moi, j'ai rien vu de... Ouais, donc pour toi, limite, si quelqu'un va mieux en arrêtant les produits laitiers, c'est pas parce qu'il a arrêté les produits laitiers, c'est parce qu'il a sûrement modifié quelque chose dans son mode de vie. Possible, mais admettons un instant, moi je vois les choses comme ça. Admettons un instant que tu prennes, tu te dises, tu es conscient que tu peux changer plein de covariables en même temps et que ça peut noyer l'effet de ton exposition que tu veux évaluer. Essaye simplement de changer une chose. Tu enlèves les produits laitiers, tu te sens mieux. Ok. Ne consomme plus de produits laitiers. Mais n'extrapole pas ça à dire que les produits laitiers sont particulièrement inflammatoires. Oui, c'est le problème des gens qui font de leur cas particulier une généralité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose où on n'est pas au courant qui a influencé les résultats et puis ou qu'il y a une variante génétique. Ouais, ou que cette personne-là ne digérait pas les produits laitiers. Voilà. Tu vois, qui sont intolérants aux produits laitiers et compagnie. Voilà. Mais n'extrapole pas en disant les produits laitiers sont inflammatoires. C'est plutôt dire, voilà, moi, je ne sais pas pourquoi. Et ce n'est pas cohérent avec la littérature scientifique, mais j'ai un problème avec les produits laitiers. Mais je ne conseille pas à tout le monde de les limiter. Ok. Voilà, c'est simplement ça. Je fais ça avec certaines choses. Par exemple, je réagis très mal à la glycine en complément alimentaire. D'accord. Elle me rend mal et puis même un peu déprimé. Ok. Je n'extrapole pas ça à dire que tout le monde devrait éviter la glycine, parce que on peut voir dans la littérature scientifique que ça tend à améliorer le sommeil et d'autres bénéfices. Mais voilà, moi j'ai ce problème-là, je ne sais pas pour quelle raison, et je n'extrapole pas ça à dire que la glycine est forcément mauvaise pour tout le monde, tu vois un petit peu l'idée. Ouais, je vois très bien. Oui, c'est savoir prendre du recul et se dire, c'est pas parce que ça a marché ou parce que j'ai cet effet sur moi que forcément. Voilà. Et un truc du coup qui est très lié quand même, il y a la viande rouge, c'est pareil, un truc dont moi j'ai entendu parler, j'ai déjà eu des bouquins où ils te disent ça, etc. en nutrition. Alors, je vais être... pour la viande rouge, il y a des raisons d'éviter la viande rouge, d'un point de vue de santé. L'inflammation n'est pas une raison, généralement. Ce qu'on voit, c'est que quand on regarde, encore une fois, les méta-analyses, les effets sont nuls pour la viande rouge. Peut-être que si tu compares la viande rouge à quelque chose qui est particulièrement anti-inflammatoire, comme quelque chose comme le poisson gras, tu vas avoir un avantage, mais ce n'est pas vraiment lié à un effet particulièrement inflammatoire de la viande rouge, c'est plutôt lié au comparateur qui est particulièrement anti-inflammatoire, tu vois. Donc, je ne suis pas tellement convaincu sur un effet inflammatoire de la viande rouge. Il n'y a pas de preuve convaincante en tout cas sur ce sujet. Sur des marqueurs de l'inflammation. Voilà, mais ça ne veut pas dire que consommer beaucoup de viande rouge est positif. Attention, c'est qu'il y a d'autres choses. Donc ça, c'est aussi quelque chose que... la viande rouge, c'est quelque chose que je vais aborder dans ma prochaine formation aussi. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu Alors, ma prochaine formation... Alors, par rapport à ta formation, mais du coup, qu'est-ce qui dans la viande rouge serait à limiter? Qu'est-ce qui ferait que la viande rouge serait un produit à limiter? Un simple truc. Donc c'est une des choses qui est bien connue, c'est l'effet sur le LDL cholestérol de la viande rouge. Voilà, ça on a beaucoup c'est quelque chose qui est extrêmement bien documenté dans la littérature, c'est que les graisses saturées tendent à augmenter le LDL cholestérol, particulièrement celle de la viande rouge et du beurre. Voilà. Et donc dans la formation, c'est le genre de truc que tu vas aborder ça? C'est quelque chose que je vais aborder énormément
des critères d'évaluation clinique, donc pas seulement, pas seulement les maladies cardiovasculaires, énormément. Donc j'ai vraiment décortiqué tout ce que suggère la littérature sur la viande rouge. Bon, c'est un des sujets, hein. Je ne vais pas faire tous mes thèmes sur la viande rouge, mais oui, ce sera une des choses. Et aussi expliquer, encore une fois, comment et pourquoi les études montrent ça, et comment arriver à cette conclusion, des conclusions adaptées des applications pratiques, et une part qui sera plutôt orientée méthodologie de recherche, voilà. Ok. Ouais, ce qui peut être utile en nutrition pour éviter de tomber sur, comme moi je peux avoir des fausses croyances sur ça c'est bon, ça c'est moins bon et compagnie. Exactement. Et tu vois, au final ça fait quand même 2 fois où je te dis des trucs, au final tu me dis non, c'est pas tant l'inflammation, c'est plus au final les lipides, au final le problème, la cholestérolémie. Donc les graisses saturées, les graisses saturées, excuse-moi, j'ai pas toujours les termes. Pour les œufs, c'est pareil? Alors les œufs ne sont pas tellement élevés en graisses saturées. Maintenant, ils sont riches en cholestérol alimentaire, directement. Maintenant, on avait, je dirais, il y a plus de 10 ans, on pensait que si on allait manger un œuf, ça allait boucher les artères. Ah ouais. Et malheureusement, en nutrition, les pensées vont souvent d'un extrême à l'autre. Ouais, en kiné aussi, je te rassure. Ouais, ok, voilà. Et ben là, maintenant, on pense que le cholestérol alimentaire n'a aucun impact sur le cholestérol sanguin. C'est-à-dire? Donc en gros, les œufs contiennent du cholestérol. Oui. Maintenant, on pense que si tu manges du cholestérol, ça n'aura aucun impact sur ton cholestérol circulant. D'accord. Parce qu'il y aurait des phénomènes de régulation. Il y a une part de vrai à ça, mais l'effet net reste quand même sur une augmentation du cholestérol. D'accord. Ok. Donc en gros, on avait raison, mais moins que ce qu'on pensait. Voilà. C'est bien résumé ou pas? Il y a un juste milieu par rapport à ça. C'est moins proportionnel, mais il y a quand même, si tu bouffes beaucoup de cholestérol, tu vas avoir quand même une augmentation. Parce qu'en fait, je pense que, tu vois, le côté nutrition est vraiment dirigé au moins sur Instagram, par plutôt le côté bro, tu vois. Ouais, je vois très bien. Bro, même qui sont parfois evidence-based, hein. Ouais. Et je dirais que comme le fait de manger des œufs, ça leur convient bien pour manger leur apport protéique, ils doivent dire que les œufs, c'est vraiment le meilleur aliment. Tu vois. Ok, mais tout à l'heure, tu me disais quand même que pour la viande rouge, ça avait un impact d'en manger trop. Exactement. Donc on voit bien qu'on peut pas nier graisses saturées. Donc là, quand on parle des œufs, on parle du cholestérol alimentaire. C'est deux choses différentes. Et les graisses saturées vont avoir un impact sur le cholestérol qui est différent, donc qui est plus important. Ça ne veut pas dire que le cholestérol alimentaire n'a pas un impact. Ok, d'accord, ouais, c'est bon, je comprends. Je vois la nuance entre les deux. Mais moi, je ne suis pas de l'école qui dit mangez autant d'œufs que vous voulez, ça n'aura aucun impact, tu vois. Ok. Tu aurais une préconisation journalière ou hebdomadaire? Ça doit toujours dépendre de la personne, évidemment. Son apport en graisse saturée global. J'ai bien vu que c'était ta réponse préférée. Ouais. Mais de toute façon, c'est normal, on traite des individus, donc c'est le cas, c'est très bien. Ouais, parce que, tu vois, peut-être que certaines personnes n'auront pas d'intérêt à réduire leur rapport en cholestérol alimentaire en fonction du reste de leur alimentation, sûrement. Tu vois. Ok, oui. Et une personne qui mange, on va dire équilibré, qui mange un peu de tout, tu vois, tu aurais une limite à donner ou une recommandation? Si je devais donner une limite qui est assez conservatrice, c'est 2 œufs 4 fois par semaine, 3-4 fois par semaine. Ok. Ouais, c'est pour avoir un ordre d'idée, tu vois, les personnes qui ont peur de se faire une omelette, elles en ont moins. Voilà. Pour faire simple. Voilà. Ok, d'accord. Mais je suis pas je ne suis pas de là à dire où ok, vous mangez autant d'œufs que vous voulez. Tu vois. J'en vois aussi des fois sur les réseaux mettre leur omelette de 4-5 œufs tous les matins. Ok, ça peut avoir une conséquence. Et tu vois, vis-à-vis de ça, c'est intéressant parce que j'avais beaucoup de croyances sur les aliments inflammatoires. Tu as tendance à me dire que c'est pas vraiment le cas. Par contre, tu m'as parlé d'aliments anti-inflammatoires. Le poisson, du coup, ce serait le cas? Ouais, les oméga 3 EPA et DHA tendent à être anti-inflammatoires. Tu peux traduire EPA et DHA? Mais en tout cas, les oméga 3, en fait, les oméga 3 marins sont les oméga 3 EPA et DHA. D'accord. Donc oméga 3 marins. Et une fois de plus, tu me dis si tu me plantes, moi j'entends beaucoup parler de cette balance oméga 3, oméga 6. Ouais, en fait, la balance oméga 3, oméga 6, c'est un peu bullshit. Et ben voilà, encore une idée de merde que j'avais. C'est un peu bullshit, donc ça part d'un raisonnement qui est plutôt mécaniste, tu vois. Donc si tu veux,
les oméga 6 seraient des précurseurs d'écosanoïdes, donc des substances inflammatoires, D'accord. alors que les oméga 3 seraient précurseurs d'écosanoïdes anti-inflammatoires. Ok. Et concrètement, on voit qu'on peut consommer énormément d'oméga 6 et ça n'augmente pas, même si la voie métabolique existe, ça n'augmente pas l'inflammation. Donc là, en fait, ce serait, en théorie, ils ont raison. En pratique, quand tu fais ta mesure, tu le constates pas. Voilà. D'accord. Donc c'est donc en gros, le ratio oméga 3 oméga 6, il n'est pas pertinent en soi, mais il peut être vu dans le sens, il peut être un proxy pour le fait de ne pas manger suffisamment d'oméga 3. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Au final, mais pas trop d'oméga 6 en soi. Tu vas prendre plus d'oméga 3, ça va te faire du bien, mais pas parce que tu as rééquilibré la balance entre les deux, Exactement. mais plus parce que les oméga 3 sont intéressants et qui peuvent avoir un effet anti-inflammatoire naturel. Voilà. Et donc, c'est ce bénéfice-là qui va être important, pas la balance. Et tu m'as parlé du coup des oméga 3 marins, et ça c'est important. Donc, Ouais, les oméga 3 marins tendent à avoir c'est particulièrement cet effet. Tu as d'autres sources d'oméga 3 non marins pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas. Par exemple, les huiles certaines huiles végétales, voilà, l'huile de lin par exemple, tu vois. Ouais, et ça n'a pas d'effet ou moindre Enfin, pas d'effet inflammatoire ou moins important? Non, ça n'aura pas d'effet inflammatoire. Ça aura toujours un effet positif sur le cholestérol, par contre. Mais tu n'auras pas cet effet aussi bénéfique sur l'inflammation que tu pourrais avoir ce que tu pourrais avoir avec les oméga 3 marins. Ok. Et dans les produits anti-inflammatoires, moi j'ai beaucoup, et ça fait partie de certains traitements que des kinés peuvent donner, le curcuma associé avec du poivre, parce que la peptide permettrait... Je pense pas qu'il y ait... Là, tu vois, tu as quelque chose dans les sciences, dans la littérature qui parle de ça? J'ai pas vraiment creusé le sujet, mais je suis pas tellement convaincu sur le côté anti-inflammatoire du curcuma. À ce stade, j'ai pas vraiment creusé, mais de premier abord, j'ai rien vu de... Donc, t'as pas trop d'infos, mais toi, dans ton ressenti, au nez, t'aurais tendance à dire que c'est bullshit. Exactement. Mais je ne suis pas là à dire qu'il n'y a absolument rien parce que, évidemment, j'ai pas creusé la littérature. C'est important ton expertise reste intéressante quand tu commences à avoir pas mal de pratiques dans le milieu, tu peux avoir une opinion sans avoir... Mais c'est bien de dire que c'est pas utile la littérature. Ça me va. Et tout ce qui est par exemple, sur le côté toujours inflammatoire que j'avais en tête, moi les produits transformés. Tu vois, moi j'avais tendance à me dire, plus tu prends un produit transformé, plus c'est inflammatoire, moins c'est bon pour ta santé, plus tu as de risques sur le long terme. Alors, ça va toujours dépendre. C'est-à-dire que par exemple, les produits transformés, si on prend la Nova classe 4, tu peux définir ce que c'est Nova classe 4 Nova classe 4, c'est juste une classification d'aliments en fonction du degré de transformation. Donc le Nova classe 4, c'est la catégorie de produits ultra transformés. D'accord. Exemple, un McDo par exemple? Ouais, c'est plutôt une catégorie d'aliments que tu pourrais pas reproduire chez toi parce qu'il y a des additifs. C'est comme ça qu'il crée la classification. Voilà. Le 4-4, la classe 4, ça va demander des trucs plus industriels et chimiques. Voilà. Voilà. Bon, ça veut pas dire que ça soit toujours mauvais, mais t'as des processus de fabrication. Voilà. Il y a des processus de fabrication qui fait que tu pourrais pas le reproduire chez toi. D'accord. Et si je te parle par exemple de la Nova classe 4, on a encore une fois une étude du même groupe qu'on parlait tout à l'heure et de randomisé croisé qui a montré que le simple fait de passer d'une alimentation ultra transformée à transformée, donc exactement matché pour tous les aliments, mais un côté ultra transformé, un côté transformé, augmentait la quantité de calories consommées de 500 calories en moyenne pendant 2 semaines, je pense. 4 semaines. 2 semaines, 500 calories de plus par jour en moyenne. Donc évidemment, si tu as une personne qui consomme 500 calories, qui est en surplus de 500 calories par jour, ça va être un médiateur potentiel pour l'inflammation. Ça ne veut pas dire que l'aliment transformé en soi soit inflammatoire, tu vois. C'est parce qu'il a créé un excès calorique. L'excès calorique tend à augmenter les marqueurs de l'inflammation. Maintenant, autre chose, c'est que la Nova classe 4 est une catégorie extrêmement hétérogène d'aliments. Donc, tu aurais 2-3 aliments à nous donner, par exemple, qui nous... Par exemple, tu peux placer la whey protéine en Nova classe 4. Oui, d'accord. Et tu peux placer du bacon en Nova classe 4. Avec des additifs, tu vois. Donc, c'est des produits tout à fait différents. Et comme je te disais tout à l'heure quand on mangeait, c'est que la whey protéine,
il n'y a rien qui suggère qu'elle est inflammatoire, elle pourrait même être anti-inflammatoire. Parce que d'ailleurs, tu dis je me trompe, mais c'est issu du lait. Ouais, c'est issu donc du au lait. final, on retombe sur nos pattes de tout à l'heure, on disait que le lait Bon. n'était pas spécialement inflammatoire. Voilà. Donc, une catégorie extrêmement hétérogène d'aliments, et on ne peut pas dire que tous les aliments ultra transformés soient vraiment problématiques. Ok. Et pas inflammatoires. Évidemment, je pense que recommander de limiter la consommation d'aliments ultra transformés à l'individu lambda est une bonne méthode heuristique parce que ça va lui permettre de diminuer son apport calorique total, tu vois, un petit peu. Ouais. Et est-ce que dans ce cas-là, plutôt que de parler de méthode de fabrication, les additifs, dans ce cas-là, qu'on va y retrouver, eux peuvent être soit inflammatoires, soit mauvais pour la santé. Tu vois, moi, quand je vois n'importe quoi, tu prends 2 produits, je prends 2 pizzas, tu vois, achetées à Carrefour, j'en vois une avec 5 ingrédients et j'en vois une avec 25 ingrédients. Mis à part si le coût, s'il y en a une à 200 € et l'autre à 5 €, mais sinon j'aurais tendance à prendre la première quand même, tu vois. Ouais. Quand tu vois des E214, j'y connais rien, mais c'est le genre de truc qui fait que j'ai plutôt tendance à poser le produit. Alors là, tu dois plus regarder sur le compte de Clément Noblet, parce que il est... Vous trouverez sur Instagram pour ceux qui connaissent pas. Il est très bon en termes de debunk sur tout ce qui est additif. Ouais. Parce que évidemment, un additif, un E quelque chose, ça peut simplement parfois être de la vitamine C. Est-ce qu'on dirait que la vitamine C est particulièrement problématique? Non. Voilà. Donc, encore une fois, la liste d'aliments ne veut pas dire que soit particulièrement bénéfique ou néfaste ou quoi que ce soit. Maintenant, il y a aussi certains additifs qui tendent à être associés avec des résultats néfastes, comme notamment les nitrites et nitrates des viandes ultra transformées. Donc, c'est pas pour dire que non plus tous les additifs soient bénéfiques ou neutres, mais je pense encore une fois que c'est à voir au cas par cas. Ouais, chacun sont différents. Les nitrites, d'ailleurs, c'est ce qui fait que le jambon est rose, et c'est un peu le débat en ce moment sur. Je sais pas si tu avais vu. Mais pour le nitrite, c'est assez complexe parce qu'en fait, l'additif en soi n'est pas nocif, mais c'est l'interaction qu'il aurait avec le fer héminique de la viande transformée et la cuisson à haute température qu'il ferait. Parce que en soi des nitrites, tu en as aussi dans les légumes, tu vois. Ouais, tu vois. Ok. Et donc c'est un peu pour ça qu'on peut souvent te voir en story avec un Monster. C'est un peu pour ça. Alors, on peut parler des édulcorants. Ouais. Bon, les édulcorants, dès qu'on a une étude qui sort, c'est la panique, c'est l'hyperbole, on nous a menti, les édulcorants sont toxiques parce qu'évidemment, c'est des produits artificiels. Dans l'ensemble, la littérature montre qu'ils sont safe. Si on peut revenir un petit peu sur la perte de poids, quand ils sont comparés à l'eau dans des essais de perte de poids, ils tendent à aider la perte de poids. Donc tu sais, on a aussi cette idée où oui, le goût sucré va te conduire à manger plus d'aliments sucrés. Ok. Pourquoi alors dans les essais on voit plus de perte de poids grâce aux boissons avec édulcorants, tu vois? Donc ça se concrétise pas. Ils tendent à aider les pertes de poids et les personnes tendent à se maintenir plus avec les boissons avec édulcorants. Il y a certaines données qui montrent que quand ils sont comparés à rien, donc dans le monde réel on pourrait comparer à l'eau par exemple, il y a une petite augmentation qui n'est probablement pas cliniquement significative de l'intolérance au glucose. Voilà. Donc, quand on fait un test de tolérance au glucose, il y a une petite augmentation. Donc, ils ne sont pas tout à fait inertes. Les gens qui consomment plus d'édulcorants. Voilà. Ils ne sont pas tout à fait inertes. Ça ne veut pas dire qu'ils soient mauvais. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a encore, si on prend ce critère d'évaluation, il y a un avantage à l'eau. Et peut-être que si on prend un autre critère d'évaluation, la perte de poids par exemple, il y a un avantage aux édulcorants. Mais le plus important, c'est que quand les deux remplacent les boissons sucrées, il y a d'énormes avantages. Il y a d'énormes avantages. Alors, l'application pratique, c'est que les deux peuvent être consommés si la personne s'en sort bien avec l'eau, elle continue avec l'eau, parce que il n'y a pas de raison. Rien ne remplace l'eau. Voilà, il n'y a pas de raison de switcher. Mais si les édulcorants peuvent aider une personne dans une perte de poids, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait. Donc si on prend un exemple très classique entre une personne qui prend du coca et qui passerait au coca zéro, pour le côté perte de poids, ce serait intéressant. Énormément intéressant. Et pour le côté santé aussi.
Exactement. Après, est-ce que ce serait mieux qu'elle prenne que de l'eau? Sûrement. Mais derrière, est-ce que, bon, après, toutes les variabilités sur la diète, on en a déjà parlé en amont. Et après, du côté santé, oui, parce que. Mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Et parfois, tu conseiller de faire la chose optimale à la personne. Elle Si va elle de le toute fait façon pas. pas le suivre. C'est ça. Du coup, qu'elle boive un Coca zéro et c'est tout, plutôt qu'elle boive de l'eau et qu'au final, derrière, elle s'envoie un cookie parce qu'elle a craqué, qu'elle a une vraie envie de sucre. Et ça, et puis en soi, la consommation élevée de sucre tend à de toute façon à être associée à tout un tas d'effets délétères. Et là, on peut entendre, oh, tu bois, c'est ça, tu vas sortir ton Coca Zéro. Ah, tu bois un Coca Zéro, c'est pire que le Coca normal. Ouais, c'est une Ça, grosse c'est connerie. n'importe quoi. Là, c'est une grosse connerie. Ok. Et ouais, tu vois, pareil, je pensais vraiment que les édulcorants avaient un effet. Alors, j'aurais jamais su dire lequel, mais avaient un effet délétère Non, sur le long terme. non. Ce qu'il y a, c'est que, tu sais, parfois, j'ai analysé une étude qui a fait beaucoup de bruit sur justement cette histoire d'intolérance au glucose. Et Mhm. quand elles sont comparées à rien, par exemple, oui, tu vois une petite augmentation lors d'un test de tolérance au glucose, qui est probablement pas cliniquement pertinent et qui ne change pas nos recommandations en tant qu'application pratique, tu vois ce que Ouais. je veux dire. Mm. C'est-à-dire que remplacer les boissons sucrées par des boissons avec édulcorants est toujours extrêmement bénéfique. Mm. Et tu sais, maintenant, ils ont fait pas mal de produits type Skir avec des arômes édulcorants, etc. Ça peut aider les gens aussi. Ça peut Mm. aider les gens à manger plus de protéines. Ça peut aider les gens à avoir un apport de calcium plus important. Voilà. Donc, et ça peut aider les gens, de manière générale, à réduire leur consommation de sucre et d'avoir un effet net qui est extrêmement bénéfique. Ouais. Oui, c'est un peu ça la finalité au final. Ouais. Enfin, la finalité, c'est. Est-ce que le produit il est parfait? Peut-être pas. Est-ce que par contre ça te permet de, en passant par ces produits, d'éviter d'autres qui sont eux clairement avoir fait leur preuve de c'est mauvais pour la santé? Là oui, là on est vraiment là-dedans quoi. Ouais. Ok. Ouais. Mais le problème, c'est que les gens ont tendance à avoir encore une fois une vision dichotomique Ouais. mal ou bien. Ouais, ils font ouais, genre junk food vs fruits et légumes cuits à la vapeur Voilà. avec juste un fil d'olive. Ouais, mais ça c'est les deux sont hyper durs enfin l'un est dur à tenir, l'autre est vraiment mauvais et derrière trouver celui qui vous correspondra le mieux au final. Exactement. Et c'est exactement ce qu'on a dit pour le régime. Ouais. Et en fait, c'est un peu la même vision que toi, tu as tendance à avoir et à retrouver dans la littérature. C'est que oui, rien ne vaut les riz et légumes vapeur bien cuits, nanana, mais c'est pas si mauvais que ça. Et puis ça dépend de la quantité que tu en manges, j'imagine. Exactement. En sens de la nutrition, il y a toujours des seuils d'effet, tu vois. Ça, c'est ça le terme Ouais. que je cherchais. Donc, tu vois, l'idée, c'est qu'on parlait par exemple du beurre qui tend à augmenter le risque de maladie cardiovasculaire. Si tu mets 5 grammes de beurre dans une alimentation qui a une faible teneur en graisses saturées de manière générale, ça va pas être problématique. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais si ça s'ajoute à une alimentation qui est Ultra. à haute teneur en graisses saturées, Mm. ça va l'être. Donc, Ouais. c'est toujours à voir aussi en fonction de l'individu. Mm. Oui, l'autre jour, je voyais un truc, je sais plus, je crois que c'est Clément qui avait dit que c'est une connerie. Quelqu'un qui dit, ouais, telle sauce soja est hyper mauvaise, il y a ça comme additif. Ouais, sauf que c'est un produit ultra concentré, tu vas mettre quelques gouttes dans ton plat, tu vas en prendre une fois par semaine. C'est le glutamate. Exactement. Et au final, c'était intéressant de se dire, ok, peut-être que le produit en lui-même est pas ultra bon, mais tant que tu te fais pas des shooters tous les matins au petit-déj pendant un an, tu vois, le problème, c'est le dosage. Exactement. Exactement, parce que tu peux même dans une pomme, tu peux trouver des molécules toxiques. Hein. Mm. Donc c'est. Ok, intéressant. Au-delà évidemment, tu ne pourras jamais manger suffisamment de pommes pour avoir un effet toxique. Mais Bah, l'eau, c'est pareil, hein. Voilà. Tu t'envoies 14 litres d'eau, je suis pas sûr que ce soit l'idéal. c'est ça. Ok, ça marche. Et est-ce qu'il y a d'autres. Là, moi, dans mes fausses croyances, on a déjà cassé pas mal de trucs. Si, bah, le gluten, par exemple, tu vois, on t'en entend beaucoup parler, pareil avec mes patients. Ouais. Gluten, inflammatoire, ça, pareil, il y a des trucs qui ont été retrouvés ou pas spécialement? Le gluten, on peut dire qu'il est hautement à exclure si jamais vous êtes cœliaque. Et puis si vous n'êtes pas cœliaque, il n'y a aucune raison, quoi. Ok, donc maladie cœliaque. Ouais, Ok. voilà. Et ça, est-ce qu'il y a des études, tu vois, tout à l'heure tu me parlais, ils ont pris des marqueurs de l'inflammation, ils n'ont pas vu d'augmentation avec le produit laitier. Il y a des études similaires qui ont été faites avec le gluten ou pas? Ouais, pas sur le gluten en tant que tel, mais sur des céréales qui contiennent du gluten. En gros, dans la littérature, c'est que les céréales complètes, même si elles sont riches en gluten, tendent à diminuer l'inflammation et tendent à être associées à des résultats favorables en termes de santé. Ok. Tu vois?
que ce soit cancer colorectal, que ce soit maladie cardiovasculaire. Les céréales à grains complets tendent à être associées, qu'elles contiennent du gluten ou pas, c'est que parce que, tu vois, dans une étude épidémiologique, les céréales complètes, la majorité qui est consommée, c'est du blé complet, tu vois, c'est des céréales qui contiennent du gluten. Hein. Mais tu vois, de la même manière que je te demandais tout à l'heure en début d'épisode, là, est-ce que sur ce genre d'études, ils vérifient, est-ce que c'est le fait d'arranger plus de blé complet, ou est-ce que c'est parce que la personne, à la place de manger du blé complet, elle arrête surtout de manger d'autres produits qui étaient vraiment mauvais, entre guillemets, mais qu'on a vu tout à l'heure que il n'y a pas vraiment tant de produits mauvais que ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, tu peux faire des analyses de substitution, donc substituer 5% de l'apport calorique issu de grains complets contre 5% d'autres choses, et tu vois des résultats favorables pour le grain complet. Ça dépend le comparateur en fait. Hein. Ça dépend le comparateur et le critère d'évaluation. Mais de manière générale, ce que je veux dire, c'est que quand on prend l'ensemble de la littérature scientifique, donc que ce soit les études d'intervention que les études épidémiologiques, c'est que les céréales complètes tendent à être associées à des résultats favorables. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison de les éviter, à moins d'avoir une maladie cœliaque, ou à moins que pendant un moment, vous voulez faire un régime à plus faible teneur en glucides pour diminuer votre apport calorique. Et il n'y a pas de problème à ça non plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les réintégrer par après. Ok, ça marche. Merci. Vassil, j'aimerais qu'on continue, mais j'ai un patient dans mon cabinet dans 23 minutes. Pas de problème. On va faire une pause. Est-ce que pour conclure, il y a un élément important, une fois encore, sur lequel tu aurais voulu qu'on appuie, dont on n'a pas assez parlé, ou une précision que tu aurais aimé apporter? Je pense qu'on a bien fait vraiment le tour. Je pense qu'on a fait le tour aussi. Si tout ça nous intéresse, c'est qu'on veut plus d'infos. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu nous as parlé de tes formations, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Ouais, donc la plateforme où je publie le plus de contenu, c'est sur Instagram. Donc je fais aussi des formations. Donc j'ai ma formation sur la perte de graisse rapide dont on a parlé tout à l'heure. J'ai ma prochaine formation qui sera plutôt liée nutrition, santé et analyse de la recherche scientifique. Où je vais aborder chaque mois un sujet différent de nutrition et un sujet différent qui concerne l'analyse de la recherche. Ok, trop cool. Pendant un an. Voilà, pendant un an. Ok. Donc sur Instagram, et après sur Instagram, on a toutes ces infos qu'on peut retrouver. Exactement. Il y a mon site internet aussi qui est dans ma bio Instagram. Voilà. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces connaissances. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, et que c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, posez toutes vos questions dans les commentaires, pensez évidemment à vous abonner. Et sur le podcast, pensez à mettre 5 étoiles sur l'épisode là où vous avez écouté. Bon après, merci. Bon après, ciao tout le monde.